Et je pense que ces infopreneurs vont devenir des idoles dans les années à venir. Je pense que ça va être eux aujourd'hui qui vont être jalousés par les vrais entrepreneurs. Si je m'étais concentré, j'aurais pu atteindre 1 milliard de fortune très tôt. T'attends une retraite que tu n'auras peut-être pas. Quand un Attali dit il y aura des nomades de luxe et des nomades de misère, il a une vraie vue d'ensemble sur le monde de demain. Ouais, ok, j'ai loupé une affaire qui vaut aujourd'hui 1 milliard, mais ça m'a tellement appris. Après-demain, je prends mon hélicoptère et je vais avec les enfants à Serengeti faire un safari d'une journée tranquille. Et dans 3 jours, je suis au Kilimandjaro pour faire 2 jours en montagne. J'y étais à l'instinct et il faut pas y aller à l'instinct. Tu as besoin d'énergie lors des réunions. Tu as besoin d'énergie pour toutes les questions d'énergie. Si tu me laisses trop dans le confort, j'ai plus faim. Il faut rester en quête permanente. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ma chaîne Hakim Ben Othman. Hakim, bonjour. Bonjour David, enchanté. Merci pour l'invitation. Ben, merci à toi d'y avoir répondu, ça me fait très plaisir. Et je pense que ça va plaire à mon public et à ton public, ce qu'on va dire aujourd'hui, puisque j'annonce déjà le plan. On va parler de ton parcours, de ton identité, de franchise évidemment. Tu es passé du business physique et tu as fait un gros pivot dans ta carrière pour te consacrer au digital aujourd'hui. C'est quelque chose d'intéressant qu'on va un petit peu approfondir. Ce qu'on va parler surtout aujourd'hui, ça va être la négociation, parce qu'Hakim, en tant qu'homme d'affaires que tu as dû négocier pas mal de deals, j'imagine. Et peut-être que tu vas nous donner quelques petits tuyaux et comment tu vois un petit peu les choses, comment on négocie. Et enfin, tu es quand même quelqu'un qui a du jus, qui a de l'énergie, et j'aimerais bien que tu nous délivres un petit peu quelques infos sur comment aller de l'avant, comment être infatigable comme tu sembles l'être. Ça te va? Avec grand plaisir, David. Avec grand plaisir. Bon, eh ben super. Alors, tu vois, je t'ai connu moi, comme pas mal de personnes très certainement, tu vois, sur le reportage, c'était quoi? En quête exclusive ou tu étais en pleine expansion de ta franchise Nabab, c'est ça, hein? Tu as été connu, Ouais, tu étais exactement. Alors, connu il y pour a eu ça? enquête exclusive. Voilà, enquête exclusive, Capital, il y a eu Zone interdite. C'est vrai qu'il y a eu plein de d'émissions entre 2006, on va dire, et 2012-2013. OK. Parce que, Exactement. voilà, tu étais connu pour être, le créateur de Nabab, mais aujourd'hui tu es vraiment tu te définis pas comme ça, qui tu es si tu devais te définir, Hakim, aujourd'hui? Bah, si tu veux, Nabab, en fait, c'est l'enseigne qui m'a fait connaître parce que c'est celle qui a été médiatisée, d'accord? Mais à côté de Nabab, j'ai toujours fait plusieurs business à côté de Nabab. Nabab, on va dire, c'est ce qui est passé à la télé très tôt, très jeune. Mais à côté de ça, j'avais une chaîne de magasins de vêtements. Je me suis mis dans des business qui ont rien à voir, des poissonneries, des librairies. Je me suis mis dans le retournement d'entreprise très jeune. Donc, dans plein de domaines, dans l'immobilier, je faisais de la promotion, du rendement locatif en faisant de la location immobilière, en mettant en place une foncière. Il y a eu tout un écosystème. On va dire que Nabab, c'était celle qui était le plus médiatisée. Voilà. D'accord. Et ensuite, moi, j'ai toujours été un opportuniste des affaires. Un entrepreneur, c'est un opportuniste. Et j'ai fait des tentatives dans la restauration en 2021, 2022. Et après, je me suis dit, voilà, si j'y arrive pas, j'ai envie de faire full digital, une reconversion à 180 degrés. D'ailleurs, aujourd'hui, tu vois plein d'entrepreneurs qui veulent faire ça. Alors pourquoi? Moi, dès que j'avais créé ma première chaîne en 2019 avec Nabab, je voulais pas gérer autant d'humains. J'avais juste 3000 salariés, ça me rendait dingue, c'est pas ce qui me rendait le plus heureux. Dans le digital, aujourd'hui, bah, ça permet, un, de toucher le monde, deux, d'avoir le minimum de salariés, et trois, d'avoir cette unité géographique et financière que tu as nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, et en plus, comme tu touches une clientèle à travers le monde, bah, c'est beaucoup plus scalable et beaucoup plus intéressant que le business physique où on était un peu limité, si tu veux. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Je savais pas que tu la étais réalité, autant elle est là. diversifié, parce que souvent, tu sais, les mecs qui ont eu beaucoup de succès, ils étaient très concentrés dans un domaine et toi, c'était pas le cas, tu as été diversifié dès le début? Dès le début, moi, j'ai toujours été très curieux. Depuis que j'ai 16, 17 ans, je travaille, j'entreprends en même temps. J'ai toujours été très, très, très curieux. Bon, à l'époque, tu vois, moi, j'ai une quarantaine d'années. À l'époque, c'était le business physique. Tu n'avais pas le digital. Donc, on travaillait beaucoup. Donc, il fallait travailler à la main beaucoup plus que les autres, tu vois. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est différent. Il suffit de réfléchir un peu plus. Et moi, j'ai jamais vu, David, une période. Tu m'entends?
Ça a coupé, ça bug pas mal. Allô? Oui, tu disais qu'aujourd'hui, il faut réfléchir? Ouais, ouais. Attends. C'est dingue ça. La Wi-Fi, elle est pourrave. Tu m'entends? Tu me vois à nouveau, David? Ouais, on dirait que c'est un peu mieux là. Ouais, on va essayer comme ça avec une autre Wi-Fi, parce que je suis au fin fond de la jungle, hein, je suis désolé. Ouais, non, non, mais écoute, il y a pas de souci, je couperai. Tu disais, oui, aujourd'hui, le monde est différent, Le, puisque le- avec le digital, il suffit de réfléchir, tu disais ça. Ah ouais, aujourd'hui, à l'époque, il fallait travailler comme des dingues. On a travaillé beaucoup. Moi, j'ai été précurseur dans le domaine de la franchise, hein. J'étais un des premiers de ma génération à faire ça. Ça a donné envie d'ailleurs à toute une génération de faire, hein. Avant, tu n'avais pas de jeunes de notre âge, hein, se mettre dans la franchise. Il y avait que des grands monsieur. Mais si tu veux, aujourd'hui, tout le monde a sa chance. Grâce à l'ordinateur, au digital et maintenant encore plus avec l'IA, tout le monde peut réussir. Tout le monde est des quatre coins du monde. Et moi, je suis étonné de cette nouvelle génération qui est hyper vaillante, hyper, on va dire, renseignée sur la fiscalité internationale, sur plein de choses, qui fait que tout a changé et elle est hyper entreprenante aussi. Ça n'a rien à voir avec la génération précédente. Tu as vraiment beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est vrai. C'est vrai. Après, il y a quand même entrepreneur et entrepreneur. C'est vrai que le mec qui fait un e-commerce, qui fait du dropshipping, des choses comme ça, c'est pas quand même, c'est difficile de le concevoir comme un chef d'entreprise. C'est pas pareil que quand tu as une franchise quand même. Alors, je vais te dire franchement, je réfléchissais comme toi il y a quelques mois, quelques années, et je pense que ces infopreneurs vont devenir des idoles dans les années à venir. C'est un peu dingue ce que je vais te dire, hein, mais je pense que ça va être eux aujourd'hui qui vont être jalousés par les vrais entrepreneurs. Je vais te donner un exemple. Si on regarde les influenceurs, tu vois, on prend une Kim Kardashian, tu vois. Si tu prends, tu m'entends bien, ouais? Oui, oui, je t'entends. Ouais. Si tu prends une Kim Kardashian, il y a quelques années, il y a 10 ans, c'était quoi? Bah, c'était une fille qui avait fait, je sais pas, une vidéo, X et qui était une influenceuse et aujourd'hui, bah, c'est une star, c'est une égérie, c'est une entrepreneuse qui est loin devant tous les entrepreneurs et c'est pareil je dirais pour les infopreneurs. Aujourd'hui, c'était les premiers à se mettre dans cette mouvance d'aller vendre des accompagnements et en fait, compte, ils le font, ils les vendent. Donc maintenant, tu vas avoir des vrais entrepreneurs comme moi qui vont se mettre sur le digital pour vendre leur savoir. Mais même ceux-là qui n'avaient pas forcément de savoir avant, mais sont des précurseurs de ce marché-là. J'étais à Dubaï il y a 2 jours et je vois quelqu'un qui a acheté l'accompagnement d'un influenceur, enfin d'un infopreneur. Il m'a dit parce que j'ai des boucheries et j'en ai marre de gérer 100 personnes et je veux vendre mon savoir-faire sur les réseaux via un accompagnement. Donc, il lui a acheté comment faire. Et cet infopreneur que je connais bien gagne 300 000 à 400 000 € aujourd'hui à peu près. Donc, si tu veux, entreprendre, c'est quoi? Entreprendre, c'est vendre quelque chose, répondre à un besoin et gagner un maximum d'argent. Donc, entre cet entrepreneur qui prend 300 000 en vendant des formations sans forcément avoir de savoir-faire et un entrepreneur qui est en France, qui gère 600 salariés, qui ne gagne pas 300 000, qui gagne moins, qui est tous les jours au bureau, qui est emprisonné de son entreprise. Quel est le meilleur des deux en réalité, David? Oui, tu as raison, tu as raison. Pour celui qui fait de l'argent, oui. Voilà, tu sais, je vais dire un truc. C'est comme l'enfant, on me dit, ouais, Nabila, tu sais, Nabila influenceuse, on me dit, ouais, c'est pas une star, elle a aucun talent. Je dis, je suis d'accord avec vous, mais devenir une star sans talent, bah, c'est peut-être ça le talent. Elle a réussi à devenir une star sans talent. Donc, elle est encore meilleure qu'une star qui a du talent. Voilà ce que je pense de ça aujourd'hui avec le recul. Moi, tu vois, je connais plein de personnes qui ont des boîtes qui font 20 millions de chiffre d'affaires en Europe et qui font, je sais pas, 1 million de bénéfices et qui ont un salaire, on va dire, de 20 30 000 balles par mois, qui travaillent 6 jours sur 7, très dur et qui partent 2 fois par an en vacances. Ben, à côté de ça, un infopreneur qui fait 4 millions de bénéfices par an, bah, c'est lui qui a réussi, c'est pas eux. Et ils le savent puisqu'ils veulent tous se mettre maintenant là-dedans. Tous les entrepreneurs du physique essayent de vendre leur business physique pour venir se greffer dans le digital.
Donc, on est dans un monde où ces infopreneurs sont des précurseurs. Il faut dire la OK. réalité. Ouais, ouais, toi, tu peux le faire, tu es légitime pour le faire parce que tu as accompli des choses dans ta vie, tu vois? Ce qui est compliqué, c'est quand tu as jamais rien fait de ta vie et de vendre des infos, tu vends quoi? Tu vois? Exactement, exactement. Mais c'est pour ça, si tu veux, David, que je pense que je permets aux gens d'entrer dans mes business que dans les business que je connais. C'est-à-dire en ligne, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une école qui s'appelle CGB Campus, où dedans on a des thématiques. On a d'ailleurs un taux de satisfaction qui est exceptionnel, 100%. C'est rare pour un accompagnement, c'est parce que justement, c'est des expertises que je connais. On a la franchise, on a des super franchiseurs qui forment les futurs franchiseurs. On a Antoine Barra, tu sais, le patron d'It Salade, qui a fait 100 boutiques en partant de rien. Et on a le cabinet Lefebvre en avocat, on est les meilleurs qui accompagnent nos élèves. OK? Derrière, on a le campus IA, parce qu'on a développé de l'IA il y a maintenant 10 ans, plus de 10 ans. On a le campus investissement, on a le campus digital, on a ce qu'on sait faire. Et à côté, on a le business club, puisque quand moi j'ai vendu divers groupes que j'ai lancés, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi. Et j'ai investi à travers le monde. Et donc, toute cette expertise, c'est celle que je retransmets durant les podcasts d'ailleurs. Tu vois? C'est comme en ce moment, il y avait, tu sais, un petit bad buzz sur moi. Bon, les gens ils disent oui, il a vendu, on ne trouve pas en France. Mais en fait, ce que ne comprennent pas les personnes, c'est quand on a une vision internationale comme moi, où je travaille à travers le monde, bah, tu as juste à céder les parts sociales d'une de tes entreprises, je sais pas, à Singapour ou à Hong Kong, et celle-ci, elle peut, par cascade d'holding, détenir tes actifs en France, en Espagne et en Allemagne. Et c'est tout. Mais les gens, si tu veux, le commun des mortels ne comprend pas parce que c'est tellement compliqué juridiquement et fiscalement qui sont déjà à l'étape je crée ma SARL, tu vois. Mmh. Mais quand tu as une vision internationale, c'est différent. Oui et puis, bon, tu es quand même effectivement un personnage un peu controversé en ligne, mais ce que je trouve assez étonnant, c'est que les gens s'attachent à ce genre de choses alors qu'au final, tu vois, un peu, tu sais, ça me fait penser à Idrissa Berkane. Je sais pas si tu connais Idrissa Berkane? Ouais. Ouais, on doit faire un podcast ensemble, justement. Ah génial, génial et parce que Idriss, tu vois, il y a des polémiques sur ses doctorats et tout, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fout? Le mec, il apporte de la valeur, il apporte des choses très intéressantes, des réflexions, tu vois? C'est ce sur quoi on devrait se concentrer, quoi. Mais moi, David, j'ai fait deux podcasts ils sortent bientôt avec des banquiers d'affaires et des youtubeurs, où j'explique la réalité de mes dires. Parce que moi, pourquoi ça me chagrine un peu quand tu as eu le parcours que j'ai eu, quand tu as autant souffert que moi, quand tu as travaillé, où tu as été un visionnaire, où tu as apporté de la valeur depuis 20 ans à toute une génération, venir remettre en question ça, je le trouve inacceptable. Parce que Oui. ça a été beaucoup de travail, beaucoup de sueur, beaucoup de douleur. Et moi, au début, tu sais, je suis rentré dans les réseaux par inadvertance. C'est après que j'ai compris cet écosystème. Au début, c'était juste pour donner de la valeur. Et après, on m'a dit, mon entourage m'a dit, il faut faire un business club, fais ton école, il n'y a pas grand monde qui apporte autant de valeur que toi. Et donc, j'ai voulu le faire. Mais quand tu as eu ce parcours et que tu as des personnes qui dénigrent par pure jalousie, je ne l'ai pas forcément bien accepté, surtout en disant Mmh. des bêtises. Moi, j'ai été dénigré par des personnes. Alors, il n'y a pas de sous-homme, pas de sous-métier. Mais quand quelqu'un est à l'usine et qui vient dénigrer, mais il n'a pas déjà les compétences de comprendre c'est quoi une session d'entreprise. Une session d'entreprise, c'est très complexe. Tu peux la faire de façon officielle, visible et de façon officieuse si tu n'as pas envie que les impôts prennent la moitié de ce que tu vas vendre. Tu vois. Donc, il y a plein de choses à faire. Mais ces personnes-là ne peuvent pas le comprendre. Alors, j'aurais aimé avoir des jaloux qui sont des banquiers d'affaires ou des milliardaires parce qu'on parle le même langage. Mais là, le langage, il n'est pas compris, si tu veux. Oui, oui, ouais, ouais, d'accord, d'accord. Tu vois. OK. Hem, Tu dis que tu étais diversifié dès le début. Je reviens encore un peu dessus parce que, tu sais, j'écoute beaucoup, Hormozy, par exemple et des mecs comme ça, ils disent, «Pour atteindre le succès, tu es obligé de te concentrer sur quelque chose, exceller là-dedans et ensuite te diversifier». Toi, tu as fait l'inverse? Alors, moi, j'ai toujours ma vie. La vie, c'est quoi? Je suis quelqu'un d'assez philosophe, si tu veux, David. La vie, c'est se faire plaisir et c'est la vie comme tu l'entends. Pourquoi j'aimais beaucoup l'entrepreneur Tapi? C'est pas qu'il a réussi mieux que les autres, c'est qu'il s'en fichait du regard des autres. C'est que ça se voit, c'est le type qui fait tous les jours ce qu'il a envie de faire. Si aujourd'hui il n'a pas envie d'aller au bureau, mais il a envie d'aller se baigner, il va le faire. Tu le vois, c'est une personnalité qui est comme ça. Et en fait, je suis un peu comme ça. Donc, j'ai toujours entrepris en faisant tout ce qui me plaisait. Alors, quand j'étais en mode business, j'étais focus, mais je passais mon temps à aller voyager. J'étais toujours un peu laxiste dans mes affaires. Je me suis même pas vraiment mis focus ni concentré.
Je pense que si je m'étais concentré, j'aurais pu atteindre 1 milliard de fortune très tôt, mais en même temps, j'aurais pas réussi ma vie parce que j'aurais fait que bosser, j'aurais pas été vraiment heureux parce que de temps en temps, il faut souffler. C'est-à-dire, en fait, dans ta vie, David, on ne sait pas quand est-ce que ça se termine, notre échéance de vie. Ça peut se terminer à 30 ans, d'autres à 40, d'autres à 50, d'autres à 100 ans. Donc, tu dois te mettre focus, mais tu dois aussi à côté vivre et faire tout ce que tu as envie de faire. Là, par exemple, je Mmh. tourne un film, je fais un livre, je prépare une émission. Tout ce qui me passe par la tête, qui me fait kiffer, je le fais. Ouais. Tu as eu la chance, d'adorer le business? La chance de quoi, excuse-moi? Tu as eu la chance, d'adorer faire du business? Je sais faire que ça. J'ai été salarié dans ma vie 15 jours. J'ai vu que c'était pas fait pour moi. Comme je dis souvent, je préfère vendre des cartes postales au bord de la plage que d'avoir un métro boulot dodo en mode CDI. Je peux pas. Dans la vie, on m'a jamais dicté ma vie. J'ai jamais eu de compte à rendre dans ma vie. Si j'ai envie de prendre un avion aujourd'hui pour partir 1 an à Bali et kiffer ma vie, personne ne me dira non. J'ai entrepris pour être libre géographiquement et financièrement et je ne peux pas rendre de compte. Le salariat, alors on a tous un mindset différent, mais j'ai jamais compris de ma vie un salarié. Quelqu'un qui attend pour aller en vacances, qui attend pour aller en retraite, qui attend pour vivre, qui attend un salaire pour manger, qui ne prend pas sa vie en main. C'est un mindset que moi, en tout cas, sans dénigrer les salariés, parce qu'on en a besoin, j'en ai, mais que je ne comprendrai moi jamais. Tu as raison. Et c'est vrai que, je dis pas que ce sont, des losers, bien au contraire, parce qu'il faut être très fort pour endurer ça toute une vie, mais je comprends pas comment tu peux être motivé avec un salaire fixe et pas de carottes, tu sais? Bah, moi, si tu veux, je les respecte, ces gens-là, parce que j'ai été salarié dans ma vie 15 jours et ça a été 15 jours de souffrance. C'était 15 jours où j'étais malheureux, où je prenais le métro le matin pour aller au boulot, je revenais le soir. Enfin, c'était pas une vie, c'était pour moi une prison. Mmh. Et c'était les 15 jours où j'étais le moins heureux dans ma vie. Je préfère entreprendre, même si je prends des risques, même si je peux tout perdre à tout moment, même si j'ai perdu plusieurs fois. Mais leur mindset, je ne comprends pas. Et en plus de ça, tu me parles de la carotte. Moi, j'ai eu des managers, enfin des salariés qui étaient payés 1008. Tu leur dis, je te mets manager, je te donne 2005. Ils ne veulent pas. Ils cherchent même pas. Les gens, ils veulent se déresponsabiliser de la vie. Ils sont dans une routine où ils ne veulent pas de responsabilité. Il y a plein de personnes qui sont programmées pour aller au boulot, pour rentrer à 18 heures, pour mettre TPMP, pour manger un peu de pâte au riz et après se coucher et retourner au boulot le matin, tu vois. Ouais. Leur vie, c'est ça, mais parce que je pense qu'ils ne se sont jamais posé la question quel est le sens de la vie. En fait, ils sont rentrés dans une route, tu sais, dans un tunnel. C'est le tunnel de l'école, ensuite le tunnel du salariat, et ensuite tu sors du tunnel, c'est le bout du tunnel qui est la retraite. Mais à aucun moment ils se disent mais quel est le sens de ma vie, tu vois. Oui. Oui, oui, je comprends. Est-ce que tu penses que cette mentalité, elle est typiquement française? C'est ce qu'on entend ou c'est vrai à l'international, toi qui as beaucoup bougé? Alors, alors l'international, il y a plusieurs continents, c'est très différent un peu partout. Tu vois, là, par exemple, on parle en direct, je suis en Afrique parce que tu vois, j'ai une maison, moi, à Zanzibar, donc j'y passe un mois par an. Mais si tu veux, eux ici, si on parle d'eux, ils ne cherchent pas à bosser et la vie est cool et tout est lent et on ne se prend pas la tête et les gens sont heureux avec un ballon et avec, tu vois, et à discuter à longueur de journée. Donc, leur bonheur, c'est ça. Mais à ce moment-là, autant il y en a beaucoup qui n'ont pas d'ambition, mais autant ils ne vont pas bosser pour 2000 balles par mois en courant à droite à gauche pour se payer un loyer. Je dirais que c'est plus une vie, l'oisiveté de la vie, la paix, la tranquillité, et on attend que ça passe. Mais c'est vrai que dans les pays occidentaux, tu as des gens qui courent après un salaire bas, des fois de 2000, 2005, sans savoir forcément pourquoi, pour payer un loyer, pour devenir indépendant financièrement, mais tu es en prison. Ces gens-là, je leur dis, tu es en prison et tu attends une retraite que tu n'auras peut-être pas. Après, les États-Unis, les personnes sont plus entreprenantes. Les Émirats, alors pareil. Après, tu as un peu de tout. Tu as des salariés aussi qui n'ont pas le choix. En fait, c'est question de tempérament. Je ne pense pas que ce soit une question de pays ou de OK, continent. C'est vraiment question de tempérament. OK. Effectivement, comme tu le soulignes, c'est important d'être aligné avec, ses ambitions et effectivement, soit tu choisis de te la couler douce et tu abandonnes l'idée de faire de l'argent, mais c'est vrai que c'est difficile de vouloir, vivre la vie des millionnaires, Insta,
en faisant 35 heures. Mais c'est impossible, David, c'est impossible. Mais après, quand je parle d'argent, alors tout le monde n'est pas obligé d'avoir l'ambition d'aller gagner 1 million d'euros par mois, ou deux ou trois. Oui. Mais déjà, quand tu as atteint 10 000 euros par mois, sans travailler, je dis bien sans travailler, c'est-à-dire quand tu as mis en place des outils qui travaillent pour toi, et que tu as 10 000, bah déjà, tu es ce qu'on appelle un nomade de la vie. C'est-à-dire tu peux partir en vacances quand tu veux. Bah, tu vas pas être en 5 étoiles à 1 000 € la nuit, mais tu vas dans un hôtel sympa et tu peux passer ta vie à voyager, à kiffer, à découvrir, d'accord, sans être très riche. Alors ça, c'est quand tu as 10 000. Quand tu as 50 000 par mois, sans trop te prendre la tête, bah là déjà, tu es vraiment libre, tu es bien. 100 000, tu es au top, et à partir de là, voilà, ça ne s'arrête plus. Après 1 million, tu as ton bateau, tu as ton avion, tu as tout ce que tu veux, mais au moins que les personnes essayent de franchir ce premier cap, de toucher 10 000 en étant libre, hein, attention, parce que aujourd'hui, même tu donnes à des personnes 1 million par mois, mais tu leur dis bosse du matin au soir, mais ça sert à rien parce qu'ils n'auront pas le temps d'en profiter. Il faut être libre. En fait, on est sur Terre. Pourquoi? Moi, je me dis, je suis sur Terre pour découvrir. Je veux qu'aucun jour se ressemble. Aujourd'hui, je suis à Zanzibar, je suis chez moi, je me repose pendant 3 semaines. À partir de là, je suis au Vietnam, je vais chez des amis au Vietnam. Ensuite, je suis en Indonésie. J'ai toujours passé 6 mois de ma vie, les 6 mois d'hiver, je les ai passés entre l'Afrique et l'Asie, à la découverte des peuples, des mondes, etc. Et ça ne m'empêche pas de gérer mes affaires. J'ai aujourd'hui plus de 60 CIO à travers le monde. Bah, je suis devant l'ordi, allez, 2 heures par jour maximum. Moi, j'apporte la vision, la stratégie, les finances. Alors, les finances, maintenant, j'ai de l'argent, moi, j'ai de l'argent à titre perso dans mes holdings à l'international, donc je peux injecter. Mais même si je n'avais pas d'argent, bah, je peux très bien aller lever de l'argent chez des fonds. Mais je ne suis pas obligé de rester dans l'opérationnel parce que j'ai cette stratégie de vue d'ensemble que j'ai appris au fur et à mesure des années qui me permet de gagner de l'argent sans être dans l'opérationnel tout le temps. Voilà. Et la vie, ce que je dis aux gens, c'est prenez le temps de vivre, allez voir ce qui se passe à travers le monde. C'est souvent les précurseurs, c'est comme les infopreneurs. C'est comme le Bitcoin. Aujourd'hui, tout le monde s'arrache du Bitcoin. Il ne faut pas oublier qu'à la base, c'était les hippies qui prenaient du Bitcoin. C'était un peu les marginaux. Oui. Moi, je me rappelle quand j'étais à Bali il y a 15 ans, en fait, on parlait de Bitcoin. C'était qui? C'était des marginaux qui étaient là en train de fumer des pétards et qui me parlaient de Bitcoin. Et tout le monde se foutait d'eux et ils ont investi là-dedans. Et il y en a, ils sont devenus multimillionnaires. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, Hakim, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est très vrai, mais est-ce que c'est pas, si tu veux, quand tu étais à l'époque Nabab, tu travaillais énormément, tu n'avais pas le temps de profiter autant. Alors, comment je travaillais, David? Tu vas halluciner. Je prenais pas de week-end parce que pour moi, aller à Auchan faire les courses le week-end ou aller m'acheter des vêtements, pour moi, ça n'avait aucun sens. Je suis pas matérialiste dans ce sens de la vie, dans le système un peu capitaliste où il faut toujours consommer plus. Je suis matérialiste dans le sens où j'ai besoin d'argent pour voyager et pour découvrir. Donc, quand j'avais Nabab, je travaillais, mais je t'assure, je te mens pas. Quand j'étais en Europe, en France, je travaillais de 6 heures à minuit. C'est-à-dire, pour moi, c'était une prison. J'étais en prison, j'avais même pas le temps de manger, rien. Donc 6 heures minuit, focus. Pas de week-end, rien du tout. Par contre, je travaillais comme un taré pendant, on va dire, 2 mois. Et après 2 mois, je prenais ma valise, j'allais au bout du monde. Donc en fait, c'était un peu des séries de 2 mois. 2 mois où je suis l'esclave de mon business et 2 mois où je disparaissais. D'ailleurs, quand je revenais, il fallait que je gère tous les problèmes qui étaient créés pendant les 2 mois où j'étais pas là. Ouais. D'accord. Mais au moins, ça me permettait d'avoir 6 mois de vacances par an et ça m'a permis, à côté de mon sacrifice business, de ne pas gâcher ma jeunesse. Tu vois. Alors, D'accord. quand je dis sacrifice, voilà, je veux dire, c'est simple. Si tu cumules tes week-ends et tes soirées à la maison à voir un film et que tu les bosses, bah, tu rattrapes les 2 mois où tu ne seras pas là. Et donc, Ouais. c'est ce qui m'a permis, dès l'âge de 19-20 ans, de passer tous mes hivers. J'étais 2 mois en Thaïlande. Après, j'étais 2 mois en Afrique en avril-mai. Tu vois, je découpais mon année. Parce que, parce, Ok. que, parce que tous les jours, quand tu te lèves, tu te dis, OK, on se sacrifie au boulot, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter ce monde et on n'emporte rien avec soi au final, ni nos entreprises, ni nos millions, ni rien du tout. On emporte les souvenirs et les choses qu'on a vues à travers le monde. Donc sacrifiez-vous, oui, mais n'oubliez pas de voyager, de kiffer, de comprendre d'autres mentalités. Ça va vous faire grandir et ça va vous aider même pour le business. Ok, ouais, c'est intéressant, c'est le principe que défend, tu sais, comment il s'appelle, c'est l'auteur de la semaine de 4 heures, Tim Ferriss, les mini-retraites, là. Ouais, C'est ce que tu faisais, en fait. ouais.
Exactement. Ouais, Exactement. Mais tu sais, j'étais précurseur dans tout, moi. Quand je vois avec le recul aujourd'hui, tu sais, je disais, c'est un truc de fou, mais à l'époque, je disais, quand je parlais du couple, j'étais précurseur. Quand je parlais du voyage, même du digital, de l'IA, on en parlait il y a très longtemps. En fait, le mot vie, il va avec voyage. Et quand un Attali dit il y aura des nomades de luxe et des nomades de misère, il a une vraie vue d'ensemble sur le monde de demain. Le monde ouais, va devenir nomade. Aujourd'hui, il va y avoir les digital nomades, encore une fois, sont les précurseurs du nouveau monde. C'est toujours comme ouais. ça. Les précurseurs dans le monde, c'est ceux que tout le monde prend pour des tarés au départ. Moi, tu vois, c'est comme moi, les gens disent, ah, le mec, il vient du business physique, mais qu'est-ce qui se prend la tête à aller sur Internet? Il a eu un passé, il a gagné beaucoup d'argent, pourquoi il fait ça? Et là, maintenant, j'ai tous mes potes entrepreneurs qui m'appellent, ouais, Hakim, ouais, j'ai 50 boutiques, j'ai 100 boutiques, j'ai ça, aide-moi, je veux tout vendre, j'en ai marre de gérer le personnel, je veux faire comme toi. Donc, ceux qu'on prend pour des fous au départ, c'est toujours les précurseurs de demain. Ah ouais. Ah ouais, tu raison. Tu vois, tu me dis que, à l'époque Nabab, tu faisais ça 2 mois, 2 mois, mais je vais quand même, creuser un peu plus. Est-ce que pendant la phase d'expansion, au début, tu étais pas quand même à fond? Parce que tu peux pas bâtir ça sans bosser, tu vois, en continu? Ah si, alors il y a eu une phase d'expansion, qui était importante. Alors moi, l'avantage, j'ai commencé tôt. Donc quand tu commences tôt, tu peux te planter plusieurs fois, ça fait rien, tu es jeune, tu as pas de responsabilité, tu vois? J'ai commencé Oui. à 19 ans. Mais on va dire, le vrai focus où j'avais une vie, allez, entre 19 et 25 ans, j'étais focus, focus. Mais attention, David, ça m'empêchait pas, j'avais toujours mes 3, 4, 6 mois de vacances par an. C'est fou ce que je vais te dire, mais en fait, moi, j'ai toujours fait passer le temps avant l'argent. Alors, j'aime l'argent comme tout le monde, on en a besoin pour vivre. Mais mon temps, en fait, j'ai toute ma vie, je remercie la vie, j'ai toujours fait de chaque jour ce que j'avais envie de faire. Je te jure, des fois, les gens ils me prennent pour un menteur, mais je t'assure que des fois, j'étais en Asie, j'avais des contrats à 1 million de dollars, il fallait que je rentre en France, je rentrais même pas. C'est-à-dire que je préférais une baignade avec des potes autour d'un barbecue qu'aller chercher 1 million de dollars. Mais parce que je suis très bizarre. En fait, je ne sais pas qui est comme moi en tant qu'entrepreneur, mais tous les jours, quand je me lève, je dis merci à la vie et je me dis, en fait, si la vie veut, on peut mourir demain. Donc en fait, j'ai toujours pensé à avoir la journée que je voulais. Tu as Ouais. bien vu, il y a des influenceurs qui sont décédés, paix à leur âme, à 25 ans, 26 ans. Enfin, en fait, j'ai jamais pris la vie au sérieux. Voilà, Mmh. pour te dire. OK. En fait, OK. les gens prennent au sérieux. Moi, par exemple, j'avais un salarié, il a perdu une fois son CDI, il est venu en pleurant. Ils prennent en sérieux quelque chose qui se termine et qui peut se terminer prématurément. Alors, il faut bien comprendre ma vie. Moi, à l'époque, à l'âge de 12 ans, j'étais avec mon oncle dans la voiture, on a fait un accident, mon oncle est décédé. On m'a retrouvé 300 mètres plus loin assis. Tu vois, j'ai été éjecté de la voiture, j'avais 12 ans. C'était, voilà. Donc, si tu veux, euh, en fait, je pense que peut-être ça a été un traumatisme ou autre, ou peut-être c'est ma personnalité, mais je vis chaque jour comme le dernier. Je remets jamais à demain ce que je peux faire aujourd'hui. OK. C'est une belle philosophie et si tu veux, toi, tu es connu sur les réseaux. Moi, j'ai commencé à te suivre parce que tu as ce côté inspirant où tu vas raconter des choses, des anecdotes et tout ça, mais tu donnes quand même, malgré ce que tu viens de dire, tu donnes quand même aux gens l'envie de se bouger le cul un peu, tu vois? Et ça, si tu veux, je me dis, ben c'est bizarre un peu la position que tu défends aujourd'hui puisque, ce qu'on entend souvent, c'est de dire: «Il faut bosser à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps». C'est pas trop ton discours? Toi, c'est plutôt, ouais, work hard, play hard? C'est ça un peu ta vision? Exact, tu l'as vu, c'est sur mon WhatsApp, c'est Ah, j'ai travail pas à vu. fond, voilà, travail à fond, vie à fond, vie à fond. La vie, c'est fabuleux. Moi, quand je vois des gens qui ont la santé, qui ont un peu d'argent et qui sont là dans leur routine pourrie à s'ennuyer, qui n'ont rien découvert de la vie, on est dans un monde où les billets d'avion coûtent pas très cher, bouffe le monde, bouffe la vie, va parler avec d'autres cultures, d'autres origines, d'autres religions et tu auras une vision du monde. Les gens, ils sont là en train de regarder les infos, ça leur raconte des conneries à longueur de journée. C'est pas ça la vie. Il faut aller découvrir d'autres peuples. Moi, tu vois, j'ai visité 120 pays et c'est ça ma plus grande fortune. C'est plus que d'avoir vendu un groupe 120 millions. Comme je dis souvent à mes collaborateurs, je préfère 120 pays aux 120 millions parce que ça m'a appris des choses, si tu veux, David.
Et les personnes ne s'en rendent pas compte, mais ils sont dans un tunnel et quand ils finissent leur vie, ils regrettent de ne pas assez avoir profité. Donc, travailler à fond, mais kiffer à fond. Il faut tout faire à Mmh. fond. Et si OK. aujourd'hui vous êtes dans le digital, ça va vous permettre de bosser des quatre coins du monde. Ça n'a pas de prix. Moi, tu vois, aujourd'hui, je suis très épanoui. À l'époque, quand j'avais mes groupes, aller au bureau tous les matins à 8 heures et sortir du bureau à 22 heures le dernier, et aller bouffer, dormir, enfin, c'était une vie merdique. Il y avait rien de bon là-dedans. Maintenant, j'étais obligé de travailler autant pour apprendre. Tu sais, c'est comme la boxe. Un jeune boxeur, il met plein de coups. Un vieux boxeur, il met un bon coup. Mais il te faut des années pour apprendre. Ça met du temps à comprendre et à apprendre. Et après, tu peux profiter. Ouais, ouais, d'accord. Et tu penses que ton parcours, il peut être reproductible dans le sens où aujourd'hui, tu conseillerais quoi à un jeune de charbonner pendant 2 mois, se reposer 2 mois ou plutôt vivre un peu tous les jours du plaisir et du travail acharné? Tu vois ce que je veux dire? Bah, les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, ils ont une qualité de vie que nous, on n'avait pas. Enfin, moi, Oui. si je vois, par exemple, ceux de nos grands-parents, après nos parents, après la nôtre et ceux des jeunes d'aujourd'hui, on va dire tous les 20 ans, l'humain dans les pays occidentaux, il a quand même une qualité de vie qui s'est améliorée. Enfin, moi, je vois des jeunes aujourd'hui, ils sont devant leur ordi et j'ai vu de mes propres yeux, ils gagnent 5-6 millions par mois. C'est énorme. Et des jeunes qui ont 25 ans, tu vois. Si tu veux, je ne sais pas s'ils arriveraient à faire ce que j'ai fait moi à l'époque. À l'époque, quand je travaillais, voilà, j'avais des magasins, j'allais chercher ma marchandise à Paris en voiture, je revenais dans la nuit, je déchargeais mes boutiques à 8 heures, je faisais mon rush à midi, j'allais au bureau à 14 heures, je faisais deux, trois villes par jour, j'avais une vie d'esclave pendant que j'étais jeune. Mais je dirais que j'ai profité du moment où mes amis jouaient au foot et à la PlayStation et où ils étaient étudiants, où je me suis enrichi entre 19 et 25 ans. Avant même de vendre mon groupe, j'avais gagné beaucoup d'argent. Donc, si tu veux, c'était un sacrifice. Je me dis, voilà, je me sacrifie jeune, entre 20 et 25. Et après, tu vois, moi, si j'avais voulu, j'aurais pu arrêter de bosser à 22, 23 ans. Oui. En jouant, petit quoi, ouais. En te contentant de peu, une petite rente quoi. Voilà, si j'avais voulu une rente, je sais pas, de 30 000 euros par mois à vie, j'aurais pu arrêter clairement, ouais, à 22 ans. OK, OK. Tu parlais du fait d'être diversifié. Ce qui t'a fait gagner le plus d'argent, c'est quand même les kebabs avec Nabab ou c'est quoi qui t'a fait gagner le plus d'argent? Non, 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 c'est le foncier. Comme je dis, les hommes se fatiguent, les murs non. En fait, quand j'ai développé Nabab et autre chose, que en fait, je le dis pas souvent, mais moi j'avais Nabab, à côté j'avais des magasins de vêtements et j'avais aussi une vingtaine de sandwicheries indépendantes, d'accord? Et à chaque fois, j'achetais les murs, beaucoup de murs commerciaux. Et si tu veux, les murs ont pris beaucoup de valeur. Je les ai achetés en m'endettant, hein, je faisais du prêt bancaire. Ils ont pris beaucoup de valeur. Et en fait, quand j'ai revendu le groupe, ça a été scindé. Il y avait plusieurs foncières, il y avait plein de choses. Parce qu'on avait aussi des murs à l'étranger, enfin, il y avait plein de trucs. Et donc, ça a été vendu et c'est les murs qui ont fait la plus grosse culbute. Après, il y avait la partie franchise et il y avait la partie restaurant en filiale. Voilà. Et c'est OK. l'ensemble des trois, si tu veux. Mais même avant la vente, si tu veux, David, moi, je gagnais très, très bien ma vie entre les loyers qui rentraient, les magasins qui performaient. À l'époque, on parle de ça, Nabab, il y a 15-20 ans. Enfin, tu avais des magasins qui faisaient 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Les meilleurs d'entre eux, tu vois, c'était un carton plein. À l'époque, tu n'avais pas toutes les charges d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un restaurateur, bah, il y a la commission Uber Eats, il y a plein de commissions. Aujourd'hui, il est étouffé de partout. À l'époque, il y a plein d'applications à payer, etc. À l'époque, voilà, tu faisais, je sais pas, 130 000 de chiffre par mois. Bah, il y avait 110 000 en espèces, 20 000 en cartes et il n'y avait pas toutes les applis, les bornes, etc. Il y avait vraiment des Mmh. gros chiffres d'affaires et très peu de charges en face. OK. OK. C'était quand même tu avais réussi à te construire un écosystème où il y avait l'immobilier effectivement qui t'augmentait ta valeur patrimoniale, on va dire. Mais la base, la production de valeur, c'était quand même, le kebab au centre de ton écosystème? Oui, alors après, avec le kebab, je gagnais de l'argent un peu. Tu sais, je vendais de la viande à mes restaurants et aux franchisés, donc je gagnais de l'argent sur la viande, sur les cuisines. C'était tout un écosystème qui était mis en place, hein. Ouais, Tu pouvais gagner des millions en vendant des cuisines, tu pouvais gagner des millions en vendant de la viande, en prenant une marge sur la viande. C'est tout à fait légal, c'est le business, hein, acheter peu cher et revendre cher. Tu ouais, gagnes le bénéfice de tes restos. On prenait des marges, tu sais, tu avais des Coca-Cola compagnie et compagnie qui nous redonnaient des RFA.
Enfin, il y avait tout un écosystème hyper complet autour de la franchise et en plus des murs qui prenaient de la valeur. Donc, je veux dire, l'argent, ça rentrait de partout, hein. Ouais, ouais. Oui, Et parce que c'est vrai que le système de franchise, c'est énorme. ouais, c'est un système dans un système. Tu pouvais Ouais. même amener la comptabilité à tes franchisés. Le comptable, il pouvait te donner une marge arrière. Enfin, de partout, tu prenais de l'argent. C'était vraiment affolant. OK. OK. Le franchiseur, même s'il ne le dit pas, le franchiseur sur les franchisés gagne un maximum de pognon. C'est monstrueux. Tu vois, Oui, il le saigne. aujourd'hui, ouais, ouais, il le saigne. Aujourd'hui, McDo, tu vois bien, un McDo, il va louer au franchisé le magasin parce que c'est souvent de la location-gérance, tu vois, enfin tout le temps. Il va lui louer les murs, la location-gérance, les redevances. Voilà, le franchisé, il va lui rester 200 000 par an, mais McDo France, il a peut-être pris 1 million par an de bénéfice. Et même les petites franchises sont là, il va te mettre 6% plus 2, plus il gagne de l'argent sur la nourriture qu'il te vend, plus sur le marketing qu'il te vend. Donc, ils essorent les franchisés, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais de façon, c'est normal parce que le franchisé, c'est quoi? Un franchisé, c'est un peu un salarié qui ose un peu plus, mais qui n'est pas totalement fini comme entrepreneur. Il ne va pas au bout des risques tout seul. D'ailleurs, on voit bien plein d'anciens franchisés McDo qui commencent à créer leur propre marque et ça marche beaucoup moins une fois qu'ils sont full entrepreneurs, tu vois. Ah Parce oui. que être piloté par McDo et suivi et avoir un full où tu es tout seul, bah, force, des fois, ils perdent tout. C'est arrivé plein de fois. OK. En fait, un franchisé, c'est un semi-entrepreneur. Oui, oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais je te dirais que ça dépend peut-être le secteur, tu vois? Par exemple, tu sais, un magasin de bricolage et d'électroménager, typiquement un Darty, un truc comme ça, tu peux pas partir de zéro, c'est impossible. Tu es obligé Tu, d'être franchisé. tu peux pas, je suis d'accord avec toi, mais un gros entrepreneur, est-ce que tu vois, toi, un Bernard Tapie être franchisé? Si tu veux, un entrepreneur qui a un vrai mindset d'entrepreneur, il va être dans la création aussi. Il va Ouais, vouloir créer sa marque. Il va se dire, bah, là, il y a Darty. Moi, à côté, je vais créer Darto, mais je vais venir concurrencer Darty, parce que c'est un guerrier, le vrai entrepreneur. Après, ouais. le franchisé Darty, oui, ça va être un entrepreneur, bien entendu, hein, je dénigre personne, mais qui a besoin un minimum d'accompagnement ou d'une marque déjà assise parce qu'il va estimer qu'il n'est pas capable de lui-même créer la marque. Donc, c'est deux métiers différents. Oui, 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 c'est vrai. Tu vois, ce qui est difficile, pour moi à visualiser, je parle en mon nom, mais je pense que c'est vrai aussi pour beaucoup de jeunes, c'est qu'en fait, on rêve tous en regardant internet, de choses très grandes, mais la réalité, c'est que pour commencer petit, tu as pas beaucoup de solutions, tu vois? Bah, je vais te dire franchement, David, moi, j'ai pris tous les risques. Il faut prendre tous les risques. Et à un moment donné, c'est pas facile de sortir, je dirais, d'une vie lambda, mais les gens ne regardent pas le parcours de ceux qui sont passés devant. Tiens, on parle en ce moment de politique, Sarkozy. Ben, qu'il ait fait ou qu'il n'ait pas fait, nous, on ne sait pas. Moi, je ne suis pas dans le jugement, toi non plus, on n'a pas son... Mais il a pris tous les risques pour être président. Et là, même là, il va en prison, il fait face à tout. La vie, c'est ça, on ne peut pas tout avoir en ne faisant rien. Xavier Niel, fortune française, 22 milliards. Ben, Xavier Niel, il a été en prison. Bernard Tapie, 3 interdictions de gérer et casse prison. Ces gens-là ne sont pas devenus milliardaires en étant là en train de boire le café et en se disant la vie est cool et je prends aucun risque. Non, tu veux avoir la belle vie. Eh ben, je dis souvent, il y a les belles emmerdes qui vont avec. D'accord? Tu prends un type comme Tapie, il y a un peu de prison, il y a de l'interdiction, mais à côté, il fait le tour de l'océan avec le Fosséa. Donc, tu vas avoir les deux, c'est les deux. C'est les extrêmes. On va dire que tu pousses les extrêmes de la souffrance, de la difficulté, et tu pousses en même temps les extrêmes du kiff. Voilà, tu vas avoir beaucoup plus de problèmes dans les moments douloureux, mais dans les moments de kiff, tu vas être au volant de ta Bugatti. Alors, ça va durer un peu de temps, peut-être 1, 2 jours, 3 jours de vacances, mais tu es au volant d'une voiture à 2 millions. Donc après, OK. il faut choisir. Je dis souvent, plus tu montes haut, plus le vent souffle fort. Si on ne veut pas d'emmerde, il faut rester en bas salarié. Mais même le salarié, moi je vois des copines à moi, bah, elles ont des petits salaires, juste elles ont une amende parce qu'elles se sont fait flasher, bah, c'est déjà un problème, parce qu'elles n'ont pas Ah de oui. quoi la payer.
Donc, Ouais. on a tous des problèmes. Donc, vaut OK. mieux des problèmes qui rapportent un max de pognon quand ça fonctionne. Oui, tu as raison et je remarque que dans ma question, tu as même pas relevé le commencer petit parce qu'en fait, pour toi, c'est pas une option. Faut prendre le risque et viser grand. Ça dépend des entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui montent marche par marche, d'autres qui montent étage par étage. Moi, marche par marche, ça m'ennuie. Après, tu vois, dans le business, j'ai envie de dire, si par exemple, tu veux lancer un réseau de 100 boutiques, un exemple, hein, mais ça, je te le dis avec le recul, bah, il y a celui, choix 1 qui va les ouvrir une par une, il va mettre 10, 15 ans, ok, et il va prendre des franchisés et il va beaucoup travailler. Et il y a choix 2, celui qui va aller à la barre du tribunal et reprendre un réseau de 100 boutiques à restructurer parce qu'il est défaillant. Donc, Oui, pour faire le choix d'eux, il faut être passé par les étapes du choix 1, c'est-à-dire comprendre le business dans son écosystème structurellement et comprendre c'est quoi la croissance organique et externe. Mais moi, aujourd'hui, je suis obligé d'aller chercher une chaîne de 100 boutiques parce que j'ai trop d'expertise pour aller refaire du cas par cas. Par bien sûr. contre, à l'époque, bien entendu, que je suis passé par ces étapes un par un. Tu vois bien, moi, j'ai commencé, j'ouvre mon premier resto, je connais une expulsion de magasin parce que le bail disait que je ne pouvais pas faire du kebab. J'ouvre un deuxième, je reprends une librairie en liquidation, je la restructure, je la revends, je fais des vêtements. Donc, je suis passé par plein d'expériences qui, à chaque fois, m'ont appris des choses. Tu vois, et par plein d'échecs, comme quand j'ai loupé Quick, bah ouais, ok, j'ai loupé une affaire qui vaut aujourd'hui 1 milliard, mais ça m'a tellement appris que quand je ferai la prochaine affaire de cette envergure-là, à 300 400 millions, eh ben, je suis beaucoup plus armé intellectuellement. Il faut Oui. toujours s'élever intellectuellement et tu es obligé de démarrer petit. Tu ne peux pas démarrer grand. Le seul moyen de démarrer grand, c'est d'avoir, je pense, des parents qui sont de gros entrepreneurs et que tu as grandi dans ça et que tu as compris dès le départ les rouages, tu as été guidé et donc tu peux démarrer, je dirais, c'est comme le relais en footing, quoi, en sprint, c'est-à-dire tu peux démarrer à une partie avancée parce qu'on t'a déjà expliqué. Mais si on ne t'a pas expliqué, tu es obligé d'apprendre. OK. Oui, oui, donc celui qui veut débuter dans un domaine, dans un secteur, il faut déjà qu'il apprenne, qu'il maîtrise le secteur avant de vouloir, viser grand, quoi. Faut quand même avoir les Bien, bases, bien sûr, il faut quand même avoir des bases. C'est-à-dire, tu te lances dans la restauration, faut savoir c'est quoi le food cost, la bourg cost, le rent ouais, cost, la gestion ouais. du personnel, le management, etc. Tu peux pas. Voilà, mais ça s'apprend. Je dirais, tu sais, le business, c'est dans le sang. Moi, je dis souvent, il y a des personnes qui achètent des accompagnements pour faire du business. Alors oui, si tu n'as pas ça dans le sang, ça t'apprend. Mais je t'assure que quelqu'un qui a le sens des affaires, on appelle ça le sens des affaires. Mais quoi qu'il fasse, il fera de l'argent. Tu lui donnes Oui, 100 millions, tu lui reprends 100 millions, il remontera rapidement à 100 millions. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La richesse, c'est pas ce que tu as dans ton compte en banque, c'est tes capacités à générer de l'argent. Et ça, souvent, c'est inné. C'est comme un footballeur. Bah, tout le monde ne joue pas comme Messi. C'est inné. Les bases, c'est inné. Donc après, on va dire, ils s'entraînent pour être de mieux en mieux, mais ils ont la base. C'est pareil dans le business. Il y a des personnes, jamais ils pourront réussir dans l'entrepreneuriat. Et il y a des mmh, personnes, ils vont réussir. Alors, dans le business, il y a aussi le facteur chance, il y a la chance de la vie. Moi, je connais des très mauvais entrepreneurs qui sont devenus milliardaires parce qu'ils se sont mis dans une niche, ils ont eu de la chance. Et je connais des très bons entrepreneurs qui ont perdu des grosses entreprises. Mais souvent, les très bons, ils savent faire que ça. Tu sais, c'est ouais. comme, je dis souvent, un escroc. Un type, je sais pas, un braqueur, bah, il va en prison, il sort de prison, il retourne faire un braquage. C'est pareil. Un entrepreneur, il sait faire que ça, il sait faire que entreprendre. Donc, au bout d'un moment, ça fonctionne. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait et tu vois, ça me fait penser, je pense que tu doutes absolument pas que si tu avais pas eu Nabab, tu aurais réussi dans autre chose, je le pense aussi et j'aimerais te poser du coup 2 questions. Pourquoi le kebab? Et deuxièmement, si ça avait échoué, tu serais parti dans quel domaine, tu vois? Alors, j'ai dit un truc, tu vas halluciner. Il y a une banquière une fois, je t'assure que c'est vrai, David, de la banque LCL. Elle me dit, Hakim, elle a suivi mon parcours, elle m'a financé au début. Elle me dit, si tu n'avais pas fait de kebab, tu aurais été milliardaire à 30 ans. Et en fait, je rejoins exactement ce qu'elle m'a dit, parce que le kebab, à l'époque, en tout cas, je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant en France, j'y suis de moins en moins, mais c'était une source à problème, David. C'était mal vu. Pour les gens, le kebab, à l'époque, c'était blanchiment d'argent. Deuxièmement, bah, dans les maires de ville, ils ne voulaient pas forcément un kebab devant leur mairie ou en bas de chez eux. Euh, Troisièmement, comme il y avait beaucoup de cash dans le kebab, bah, au niveau de l'administration fiscale, c'était mal vu. Quatrièmement, trouver des salariés pour bosser derrière un kebab avec la brosse toute la journée, c'était compliqué aussi.
Cinquièmement, la gestion des ratios était complexe parce qu'on donnait au grammage, donc c'était une pincée et non à l'unité, donc plus dur à contrôler comme business. Et en fin de compte, moi, je me suis mis là-dedans. Pourquoi? Quand j'étais étudiant, j'ai bossé dans des kebabs, je montais des broches, c'est comme ça que je gagnais mon argent de poche, et j'ai vu qu'il y avait énormément d'argent à gagner à l'époque. Parce qu'avant, il n'y avait que les kebabs, McDo et Domino's Pizza en France. Il n'y avait pas toutes les chaînes que tu vois maintenant, toutes les Ouais. chaînes autour de la street food, autour du healthy, les cafés comme Starbucks, ça n'existait pas en 2003 en France. 2003, quand j'ai démarré, il y avait quoi? Il n'y avait même pas Facebook. Il y avait McDonald's, Quick, il n'y avait pas Burger King, il y avait nous, Nabab, et il y avait, je crois, Domino's. Enfin, c'est tout. La Micali, les brioches dorées. Tu n'avais rien. Même Marie Blachère, qui est énorme, il venait de démarrer. Ouais. Tu vois, donc c'était un autre monde, mais c'est sûr que j'avais fait quelque chose de plus simple que le kebab, quelque chose de pas aussi mal vu. Oui, et en plus de ça, le kebab, c'est très complexe. Et pourquoi c'était déjà à l'époque rempli d'indépendants. C'est un Ouais. business où tu as 99% d'indépendants, donc c'est très complexe à aller chaîner. Il fallait remplacer tous les indépendants, c'était vraiment très Ok. concurrentiel. Ok. Et tu aurais échoué, par exemple, je sais pas, pour n'importe quelle raison dans le kebab, tu serais allé vers quoi? Bah, je serais allé. Alors, moi, à l'époque, j'aimais bien la restauration parce que si tu veux, ça me passionnait, malgré que ça soit l'euro gagné le plus facile. Mais je pense que je serais allé directement sur des gros sujets de croissance externe, des gros rachats d'entreprises dans la restauration. Et, euh, Ok. et je serais allé dans de la restauration peut-être plus assise, moins fast-food. J'aime bien les modèles des monoproduits. Ou alors, je serais allé, tu vois, avant de faire Nabab, je travaillais dans les fenêtres chez Huis Clos, un monsieur qui s'appelait Monsieur Bertin, qui avait créé Huis Clos et Feu Vert. J'allais lancer à un moment donné ma société sur la menuiserie PVC. Et après, j'ai décidé de faire la restauration là-bas. Mais ça aurait pu être tout. Tu sais, un entrepreneur, il est multicarte. Le but, Ouais. c'est d'être résilient. Je veux dire, que tu vendes des échafaudages, des kebabs, quand tu as la notion du business, tu sais tout faire. Tu sais, c'est comme là, je voyais des gens, on m'envoyait des personnes qui me dénigraient parce que j'ai fait un business club. Hakim, il connaît quoi l'investissement? Ben, j'ai envie de leur dire, on connaît, nous, entrepreneurs, mieux l'investissement que les financiers qui sont dans leur bureau en train de faire des tableaux Excel. Oui. Parce qu'on était sur le terrain, si tu veux. Et que tu fasses SpaceX comme Elon Musk, ou que tu vendes des voitures comme Tesla, ou que tu fasses des kebabs, ou que tu vendes des échafaudages, ou que tu vendes des macarons, le business is business. C'est ta stratégie et c'est comment tu affines ton business, c'est pas le produit. Ça n'a rien à voir avec le Oui. produit. Ok. Ok. Je voulais aborder un dernier point. Tu sais, ta fortune, en fait, tu l'as créée à la base en France. Tu parles sur des podcasts, notamment avec Wiz de la France, ce qu'elle t'a donné, ce que tu lui as apporté. Est-ce que tu penses aujourd'hui que tu as apporté plus à la France qu'elle t'a apporté? Quelle est ta vision là-dessus? Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu as un peu de haine? Alors, je vais te dire franchement, David, moi, j'adore la France. Je suis un amoureux de mon pays. Je pense que je suis plus patriote que la plupart des Français. Et je défendrai la France. Je pense que si demain la France rentre en guerre, je serai le premier à aller défendre la France. Même si je ne suis pas d'accord avec les politiques françaises, je trouve qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas en France. Il y a trop de laxisme, je trouve, judiciaire. Je trouve qu'on laisse trop la place aux personnes qui apportent rien. Je trouve qu'on attaque trop les entrepreneurs. On oublie que c'est eux la source quand même de prise de risque, hein. Mais Mmh. ça reste un bon pays. Moi, je suis fier d'avoir étudié en France, d'avoir grandi. J'ai, je dis les mauvais côtés de la France et je dis les bons côtés. Souvent, tu as vu, j'ai été raflé sur les réseaux parce que je suis face à des personnes qui insultent la France au profit de l'Afrique. Bah, je leur dis, rentrez chez vous. Il y a un moment, il faut dire merci à un pays pour ce qu'il t'a donné. Il faut être reconnaissant. Euh, Par contre, j'ai été déçu. Moi, je l'ai vécu personnellement quand j'ai eu des problèmes fiscaux dus à la viande kebab. En fait, j'étais très gamin, très naïf, hein. J'avais 22 ans quand ça m'est arrivé. 22 ans, tu es un enfant encore. Et quand tu es Mmh. là, naïvement, en train de vouloir monter une chaîne et d'en faire une chaîne française et d'être patriote et de vouloir faire la lumière de la France à l'international et que tu te retrouves avec plein de problèmes, bah, au début, je ne l'avais pas compris, j'étais trop jeune, je l'ai mal vécu et j'avais comme un sentiment d'injustice. Et après, je l'ai compris, je me suis dit, bah, peut-être que la France préfère qu'on vende des macarons pour représenter le pays que vendre des kebabs. Et c'est légitime. Toi, quand tu es gamin, tu as 23 ans, tu te fais expulser par le maire de ta ville parce que ton magasin de kebab est devant la mairie. Ben, à 23 ans, tu ne réalises pas ça.
et tu te gares en Lamborghini devant. Mais pour toi, tu es un gamin, c'est normal. Et aujourd'hui, à 40 ans, je te dirais, bah ouais, en fait, compte un kebab avec une broche qui tourne devant une mairie qui date je sais pas, d'époque de Louis XVI et qui est hyper belle, ouais, ça fait tâche. Oui, garer une Lamborghini devant une petite ville comme ça, oui, ça fait tâche. Donc, mais à 23 ans, je m'en rendais pas compte. Oui, Donc, tu ok. vois, donc aujourd'hui, je m'en rends compte. Après, en France, le seul problème aujourd'hui, pour moi, je trouve, si tu compares au Luxembourg, à l'Allemagne et en Suisse, où j'y suis souvent, bah, en France, quand un fonctionnaire il vient te voir, c'est pour te rappeler, j'ai l'impression que c'est pour te prendre tout ton argent, mais il a oublié que tu as pris des risques, que tu as fait des prêts à la banque parfois, que tu as souffert, que tu as transpiré, que tu as créé de l'emploi. Et en fait, c'est devenu trop répressif. Voilà. Oui, Voilà ce on que est je pense. d'accord. Après, pour les vacances, moi, tu vois, maintenant, j'y vais en vacances, bah, c'est un jardin, la France. Quand tu es à Paris, c'est un musée. Moi, j'adore la Côte d'Azur, j'aime bien la Haute-Savoie, les lacs qu'on a, les fromages qu'on a, la nourriture qu'on a en région. C'est un pays fabuleux et c'est quelqu'un qui a fait 120 pays qui te dit ça. Maintenant, pour moi, j'entreprendrai plus en France. Tu vois, j'ai eu une interdiction de gérer là, que j'ai rétablie. Et je t'assure que c'est vrai, je ne voulais pas la rétablir parce que des fois, je suis tellement bête que, tu vois, là, on m'a envoyé une proposition ce matin pour reprendre une boîte à 60 millions. Bah, je suis en train de réfléchir. Et je vais me remettre dans un bourbier, dans un problème. Ils vont me dire, attends, et tu vois, et pour obtenir des gros financements, je suis obligé de me mettre à la présidence des entreprises. Oui, oui, oui. Tu vois, mais ça reste, bien sûr, c'est un pays qui est très généreux, mais je trouve que c'est trop généreux dans le vide et on ne récompense pas assez l'effort. Euh, à défaut, on récompense énormément ceux qui foutent rien. Ça, moi, je ne l'accepte pas. Ouais, ouais. Tu parlais de Sarko, il avait sorti une citation lors d'une interview, il disait Hollande voulait moins de riches, moi je voulais moins de pauvres. Je trouve que c'était pas mal hein, comme citation. Mais il a tout à fait raison. Il y a un Ouais. moment donné, David, la réalité, c'est quoi? Dans la vie, on peut comparer ça à la gauche et à la droite. Il y a ceux qui font et il y a ceux qui veulent prendre à ceux qui font. Tu sais, c'est comme nous sur les réseaux, ce qu'on appelle les haters, les jaloux. Ben, ils vont venir dénigrer ton business club. Et tu as envie de leur dire, bah faites, personne ne vous interdit de faire un business club. En fait, le problème des Français, c'est quand ils ne savent pas faire, bah, à part critiquer le travail et la réussite des autres, bah, en fait, ils ne savent rien faire d'autre que ça. Et moi, tu vois, je ne serai jamais gauchiste. Pourquoi? Parce que je crois en l'effort. Je suis désolé, mais je crois en l'effort. Si toi, demain, David, tu travailles 2 fois plus que moi et tu es 2 fois plus intelligent que moi, et que demain, bah, tu as 500 millions d'euros, bah, tu les as mérités, pourquoi je viendrais t'en prendre 400? C'est pour les donner à qui? Un mec qui a envie de rien faire. Alors qu'on donne ça à certaines personnes dans le besoin, qui ne trouvent pas de travail et qui ont, on va dire, une panne dans leur vie. Si tu veux, ok, mais moi, j'ai autour de moi des personnes, ça fait 30 ans, ils n'ont pas bossé. Ils profitent du système Ouais. et ça m'insupporte. Et c'est comme certains fonctionnaires. Aujourd'hui, quand tu vois le train de vie de l'État, je crois que c'est 70 milliards par an. Enfin, moi, j'ai plein de potes fonctionnaires, ils foutent rien de leur vie. Ils foutent rien. Donc, il faut réduire ces gens-là, réduire l'assistanat et promouvoir l'entrepreneuriat. C'est comme ça que je vois les choses. Et arrêter de taxer. Pourquoi les gens sont mal payés? Bah, tu payes quelqu'un de 3 000 balles, tu mets 3 000 balles de charge. Bah non, je préfère donner au mec qui travaille dur 4 000 ou 5 000 et payer 1 500 de charge. Donc c'est Ouais. ça le problème de la France. On ne veut pas récompenser l'effort. D'ailleurs, dès que tu bosses plus, on te rajoute encore plus de charges. Voilà. Et ils ne veulent pas que l'entrepreneur gagne. Par contre, quand un joueur de foot il gagne 1 million par mois, ça ne dérange personne. Alors que son collègue, il gagne 10 000. Ben voilà, s'il est meilleur, il a le droit de gagner 1 million. Il s'entraîne plus, il travaille plus et il a plus de talent. On a le droit de Ouais. récompenser le talent. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Hem, Tu es passé du business physique au business digital. Est-ce que la différence entre le Hakim à l'époque, de Nabab et le Hakim d'aujourd'hui, ça a été, avoir le et prendre le goût de transmettre les choses? Est-ce que tu l'as développé cette capacité à transmettre les choses ou tu l'as toujours eu mais pas exprimé au début, tu vois? Ben là, je te rejoins. Je l'ai toujours eu, mais pas exprimé au début. J'ai toujours été mauvais au départ pour former les personnes.
D'ailleurs, c'est pas moi qui le faisais, je le faisais faire par quelqu'un d'autre. J'étais toujours quelqu'un, on va dire que l'aspect managérial humain m'a vite fatigué. Donc j'étais souvent, plus enfermé dans mes stratégies qu'autre chose. Donc j'avais des bras droits qui s'occupaient de ça. Mais, je me suis mis à vouloir à un moment sur les podcasts parler, de mes réussites et surtout de mes échecs pour, pas que les gens renouvellent les mêmes erreurs. Et tu sais, je vais donner un exemple, David, il y a plein d'avocats qui ont repris mes extraits de podcasts pour promouvoir, pour faire, pour, on va dire, aller chercher des clients. Ça prouve que mes podcasts disent la vérité. Moi, j'ai plein d'avocats autour de moi qui me disent: «J'ai appris avec tes podcasts». Des avocats, des juristes, tu vois? Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un entrepreneur pour t'apprendre le business. Tapi, il disait dans son Ouais. procès: «Je connais mieux mon procès que mon avocat», qui était maître Lermine, je crois, parce que personne n'est plus impliqué que l'entrepreneur. Quand je disais: «Il ne faut pas Mmh. la même holding qui détient, le patrimoine et qui détient l'exploitation», bah, c'est parce que ça m'est arrivé, c'est arrivé à plein. Quand tu as une entreprise qui va mal, il y a une extension, ça va à la holding et derrière, ça peut te prendre ton immobilier. Donc, si tu veux, c'est arrivé à tellement de monde. Donc, je mets en garde, rien d'autre. C'est pour ça que, heureusement que j'ai une communauté qui me suit, parce que quand je vois face aux détracteurs la valeur que j'ai apportée, il y en a plein qui me disent: «Hakim, personne n'a ramené cette valeur dans le monde francophone. Les gens ont ramené du mindset, mais pas autant de valeur». Et la Oui, valeur, elle vient, David, de l'expérience, des problèmes, des échecs, de l'apprentissage de l'expérience. Parce que oui, j'ai eu un parcours difficile. Demain, tu prends une personne qui a eu un parcours très facile, je sais pas, il a vendu un truc simple, ça a explosé vite fait, il a vendu vite fait, il a pris 100 millions sans souffrir. Il y en a qui ont de la chance, hein, qui ont plus de chance que d'autres. Eh ben, il aura moins de connaissances que moi. Mais le, c'est mais sûr. le digital, bien sûr que c'est beaucoup mieux. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai une école en ligne. On l'a déjà valorisée à 100 millions parce que cette école, elle fait en première année, elle va faire, je sais pas, 20 millions de chiffre d'affaires et 10 millions de résultats. On a un business club, pareil, qu'on l'a valorisé. Je trouve donc que le digital valorise beaucoup plus vite les affaires et beaucoup plus facile en gestion. Tu peux aller Mmh. chercher 2, 3, 400 millions de capital, de valorisation en l'espace de 2, 3 ans. C'est énorme ce que je dis, mais c'est la réalité, puisqu'une Mmh. entreprise vaut à peu près 10 fois son résultat. Le résultat sur le digital est énorme parce qu'il n'y a que de la marge. Peu de frais, oui. Tu Oui. vois. OK. OK. Tu vois, je voulais qu'on aborde maintenant le sujet de la négociation. Comme on disait, tout à l'heure, on en parlait un petit peu en off. J'imagine que, depuis le début, tu as dû faire des deals où ça a dû être tendu, tu as dû faire des arrangements avec des personnes, essayer de convaincre les gens pour essayer de sortir gagnant d'un échange. Est-ce que pour toi, la négociation, ça a été le secret de ton succès, entre autres, ou pas du tout? Alors, tu peux toujours négocier. Ça n'a pas été le secret de mon succès parce que en fait, j'ai jamais trop perdu de temps à négocier parce que ça me prenait la tête, le temps était de l'argent, donc j'allais à l'essentiel. Mais tu peux OK. négocier. J'avais mon bras droit, Issam, qui était un fin négociateur. Tu peux négocier en permanence. Je donne un exemple. Moi, ça m'est arrivé de reprendre des locaux. Tu vas voir un local vacant. Souvent, le monsieur qui a les murs ou la dame, bah, ils ont plusieurs locaux. Tu leur dis: «Écoutez, moi, j'ai pas d'argent, mais j'ai de l'huile de coude, j'ai envie de bosser. Donc, je vais vous prendre votre local en location, mais vous me donnez 200 000 euros pour faire les travaux». Bah, je l'ai fait à plusieurs reprises. Et tu en as plein qui acceptent parce que de toute façon, cet argent, ils vont le donner aux impôts. Tu as plein de personnes qui ont des foncières avec 30, 40 murs. Ils prennent des loyers. Derrière, tout part aux impôts quand tu connais bien le système fiscal. Donc, ils vont pouvoir te donner 200 000 euros pour faire tes travaux. Tu vois. Donc, tu peux démarrer sans rien. Et c'est quoi? C'est une négociation. Ensuite, si par malheur ton activité va mal, tu peux négocier le loyer pour le réduire. Ensuite, si tu veux aller acheter, moi j'ai failli acheter un grand groupe là, de restauration, pareil en France. Alors, je te parle que de mes expériences françaises, parce que sinon les autres, ils ne connaissent pas les marques, parce que j'ai fait aussi pareil à l'international. Mais forcément, c'est médiatisé, mais dans des médias étrangers, donc pas impacté en France. Mais si tu veux, ça se négocie. Moi, j'ai failli reprendre une chaîne qui vendait des sandwichs. Pareil, où on dit, voilà, vous perdez 5 millions par an, moi, je vous donne zéro, ok. Mais derrière, s'il y a retour à meilleure fortune, je vous donnerai 20% du bénéfice jusqu'à ce qu'on atteigne, je sais pas, 12 millions d'euros. Tu vois, il y a plein de choses à faire. Si tu prends le cas de Frédéric Merlin qui a repris les BHV, ben, il les a repris à 2 euros, 2 euros symboliques, il a repris les BHV parisiens, tu vois. Mais derrière, il a négocié avec les bailleurs, des loyers peut-être un peu plus importants. Je ne connais pas le deal, mais tu peux tout avoir gratuit. Surtout en ce moment, la France, les entreprises,
c'est des offrandes. En plus, tu as plein d'entrepreneurs qui partent en retraite. Moi, je crois beaucoup à la reprise d'entreprise, tu sais, et qui ont déjà un peu d'argent pour leur retraite et qui n'arrivent pas à trouver preneur. Tu vas voir ces messieurs-là, ils ont des boîtes qui font 20-30 millions de chiffres. Tu dis, écoute, moi, je ne peux rien te donner, mais je te paye en crédit vendeur. On fait un LBO en interne. Je te donne tous les ans, je te donne 50% du bénéfice jusqu'à ce que je te paye la totalité de la boîte. C'est tout, c'est de la négo. C'est très simple d'aller chercher le maximum de cash. Ouais, ouais, ouais. OK. Donc c'est vrai que dans le cadre d'une reprise d'entreprise, c'est là que tu ressors le plus gagnant d'une négociation, ça c'est sûr, Ah ouais, ouais, ouais. Tu sais, aujourd'hui, les gens, ils sont fatigués, ils en ont marre. La reprise d'entreprise, c'est top. La négociation de beaux commerciaux, tu es dans le business physique, c'est top. La négo, moi, je l'ai où aujourd'hui? Je l'ai surtout avec mes codeurs. Tu vois, là, je lance une cinquantaine de SaaS sur plein de Mmh. domaines différents. Bah, la négo que je fais aujourd'hui, c'est quand je trouve un codeur, opérateur qui monte l'outil. Moi, derrière, j'amène l'expertise métier, le branding. Bah, là, voilà, on va négocier sur combien de parts je lui donne, comment on répartit le capital de l'entreprise, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que les autres équipes font. C'est plus ça la négo que je vis aujourd'hui, si tu veux, qu'autre chose, tu vois. Parce que moi, OK. j'ai des business, il y a des CIO, si tu veux, aujourd'hui. Tu vois, j'ai Challenge 100, où on va investir 100 millions dans des entreprises internationales. Il y a la CIO, j'ai mon école, il y a la CIO, le Business Club, il y a le CIO, mon SaaS légal, il y a le CIO. Enfin, tous mes business, l'allocation de bateau, il y a le CIO. Enfin, il y a plein de CIO. Et donc, c'est eux qui me remontent les informations une fois par mois, si tu veux. Donc, la négo, elle est plus avec eux. OK, OK. Tu dis que la négociation, ça te fatiguait, tu essayais d'abréger un petit peu. Tu fonctionnes un petit peu à l'instinct quand tu sais que tu as un rendez-vous d'affaires, tu prépares pas trop, tu fais à l'instinct, au feeling? Moi, j'ai toujours fait au feeling. C'est comme, tu sais, les podcasts et tout, c'est toujours de l'impro. Alors, pourquoi, ils me disent souvent, Hakim, pourquoi tu prépares jamais? Je dis parce que je connais mon sujet par cœur. Si quelqu'un vient contredire aujourd'hui ce que j'ai dit dans les podcasts avec Louise durant un an, bah, je lui tire mon chapeau. Tous les chiffres que j'ai donnés, c'est la réalité. Tous les Mmh. ratios que j'ai donnés, c'est la réalité. Tout ce dont j'ai parlé, c'est la réalité. Donc, si en face, tu as des entrepreneurs ou des personnes intellectuellement élevées qui entendent, ils vont comprendre. Si malheureusement, tu as quelqu'un qui comprend rien, parce que le seul risque qu'il a pris dans sa vie, c'est d'avoir jeté un ballon de basket dans un panier ou alors son objectif, c'est d'économiser pour aller s'acheter des pompes, il ne peut pas comprendre. C'est comme j'avais parlé des parkings de Messi. Les gens, ah, pourquoi il a vendu un parking à Messi? Bah oui, les footballeurs espagnols achètent tous des parkings souterrains, des parkings où tu mets plusieurs voitures parce que c'est très rentable et il n'y a pas de risque de squat. À un moment où en Espagne, tu te faisais squatter tes appartements. Donc moi, quand j'ai vendu mon premier groupe, j'ai investi dans un parking à Barcelone. Je l'ai revendu à Messi. D'ailleurs, tu as plein de footballeurs espagnols, même vers Marbella, etc., qui achètent tous les parkings. Il n'y a rien de plus rentable. Tu as vu un parking, bah, les voitures, moi, je crois que c'est un parking de 80 places à peu près. Bah, la voiture, quand elle se gare, elle peut te rapporter par jour jusqu'à 30 euros une voiture. Ouais, Donc 30 euros par jour, ça fait presque 1000 balles par mois. c'est sûr. Donc 1000 balles par mois, une seule voiture, bah, tu as 80 places, ça fait, tu vois, et il n'y a pas d'entretien, il ne faut pas Mmh. changer les draps, il n'y a rien à faire. C'est le meilleur business, les parkings. Alors moi, je l'ai Mmh. vendu parce que j'en voulais plus en Espagne, mais j'ai réinvesti dans des parkings dans d'autres pays. OK. Ça me fait rire parce que ça me fait penser l'anecdote là avec Messi et ça me fait penser à Oussama encore une fois, Oussama, tu as fait une interview avec lui, tu sais, c'est les anecdotes un peu que les gens vont dire: «Ah ouais, c'est des conneries et tout». Qu'est-ce que tu penses d'Oussama? Tu as fait une interview avec lui et je voulais juste te demander ça. J'adore, j'adore. Pour moi, c'est un génie incompris. Et moi, je dis ce que je pense, que ce que pensent les gens, j'en ai rien à foutre. On va pas se mentir. Quelqu'un qui a jamais pris de risque dans sa vie, sans spoiler les gens ou quoi que ce soit, mais quelqu'un qui est là en train de juger un Oussama et lui, il n'a pas le 1 millième de l'intellect d'Oussama. Moi, j'apprécie pas ça. Je veux dire, on a le droit d'être critiqué et jugé, mais au moins par des personnes du même niveau intellectuel ou un peu plus, c'est mieux, tu vois. Oussama, c'est un type qui connaît par cœur les startups. Il a très très bien investi avec The Family. Ce qui s'est passé avec The Family, il faut rentrer à l'intérieur du dossier pour en parler. Oui. On peut pas se fier à ce que disent les médias ou ce que disent les réseaux sociaux, hein. Moi, j'ai pas lu les jugements, j'ai pas lu les pièces de conclusion. J'ai besoin de lire pour comprendre, hein. Tu sais, c'est comme le jugement de Sarkozy. Donc les gens ils vont dire, certains vont dire c'est un innocent, d'autres c'est un voyou. Bah, la meilleure façon, c'est de lire les conclusions, les jugements. On les a pas entre les mains, donc on ne sait pas la vérité. Maintenant, Oussama, pour moi, c'est une star dans son domaine.
C'est un type, quand il parle du monde, il est intellectuellement développé. C'est quelqu'un qui connaît le business. C'est quelqu'un pour qui j'ai de l'estime et qui connaît le monde des startups. Donc maintenant, les gens, ils sont là parce qu'il a vu les Yakuza, mais je veux dire, va au Japon, reste quelques jours et tu vas aller voir les Yakuza. Moi, j'ai une pote, elle est pilote de ligne, elle les a vus plein de fois. Je veux dire, c'est comme je leur ai dit, j'étais à Medellin, j'ai vu le frère à Pablo Escobar, on a été chez lui à la maison. Ben, bien sûr, j'ai appris après que la maison, c'était un musée. Tout le monde peut y aller. Son frère, il est à l'entrée de la maison, il te fait visiter la maison. Le bureau, où il y a la thune à Pablo, où il cachait son argent. Et avec des jumelles, tu vois l'aéroport de Medellin qui est en bas de la ville, avec lesquels partaient les kilos de drogue. Voilà. Il n'y a rien de fou là-dedans. C'est pas comme si j'ai dit, voilà, j'ai croisé le Christ, quoi. Il y a rien d'exceptionnel. Hein. Ouais, ouais. Ok, ok, ok. Mais Ouais, les personnes, ils ne comprennent pas parce que si tu veux, David, la plupart qui sont sur TikTok, ils ne sortent pas de chez eux. ouais. Il leur arrive rien, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que plus tu fais de choses, plus tu as de chances d'avoir des anecdotes à raconter. Ben, je donne un exemple. Là, je suis à Zanzibar. Tout à l'heure, j'étais en train de prendre un café dans une pirogue avec des Maasai, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, avec leur tenue. Donc voilà, tu vas dire ça aux gens, ils vont dire que tu es un menteur. Bah, c'est rien, tu es avec les Maasai. Voilà, il y a rien d'exceptionnel. Après-demain, je prends mon hélicoptère et je vais avec les enfants à Serengeti faire un safari d'une journée tranquille. Et dans 3 jours, je suis au Kilimandjaro pour faire 2 jours en montagne. Enfin, il y a rien d'exceptionnel. C'est une vie normale, bien sûr. Il faut un peu les moyens de naviguer, de bouger, etc. Mais rien d'exceptionnel. Oui, bien sûr, c'est dur à concevoir pour certaines personnes, mais effectivement, c'est ton quotidien et puis c'est comme ça et c'est très bien. Y a rien Je voulais d'exceptionnel, exactement. Ouais. pour, revenir à la négociation, je voulais te demander, quand tu parlais que tu t'es bien enrichi, grâce à l'immobilier, ça se négocie pas pareil, un bien immobilier que le prix d'une broche, par exemple, à kebab? Tu t'y prenais peut-être pas de la même manière? Un bien immobilier, ça se négocie plus facile. Alors, ça dépend des périodes. La broche kebab, moi, j'ai toujours voulu vendre de la qualité. Je dis la vérité. Bon, après, tu as vu, il y a des sujets encore polémiques, halal. Bon, il y a que la vie qui sait, il ne faut pas écouter les bêtises. J'ai toujours vendu une viande de Bretagne parce que je trouve que la viande française est largement meilleure que la viande roumaine, polonaise et bulgare. C'est mon point de vue, hein. Et j'ai toujours vendu de la haute cuisse de poulet halal de qualité. Voilà, et j'avais une clientèle de qualité. Celui qui voulait à l'époque de Nabab de la quantité, ce n'était pas fait pour lui. D'accord. Les gens n'avaient pas compris Nabab à l'époque, enfin, sauf les clients. C'était un peu moins de viande, mais une viande qui coûte un peu plus cher. Voilà, que beaucoup du bourratif, du mauvais. C'est comme quand j'ai ouvert les tacos, j'ai l'usine qui me dit Kim, pourquoi tu mets le poulet le plus cher? Ceux qui bouffent ça, c'est des jeunes, ils n'en ont rien à foutre. Ils veulent de la quantité, même si c'est dégueulasse et que la viande, on ne sait pas d'où ça vient. Et je dis ouais, mais moi j'en ai à foutre. Que eux, ils n'en aient rien à foutre, c'est leur problème. Moi, je ne peux pas vendre à mes clients du poulet merdique, tout simplement. Mmh. Donc ça, c'est plus une histoire de conscience personnelle qu'autre chose. Mais si tu veux, la négo de la viande, oui, il faut la négocier, mais pas trop non plus si tu veux de la qualité. Bien immobilier, ça dépend à qui t'achètes. Moi, à l'époque, il n'y avait pas autant de foncières qu'aujourd'hui, donc j'achetais beaucoup mes immeubles à des vieilles personnes qui partaient en retraite. Donc ça se négociait bien parce que tu en avais plein en plus qui n'avaient pas forcément d'héritiers, et donc j'arrivais à bien négocier. Mais j'ai eu pas mal de chance, c'est que j'ai acheté des fonds de commerce, dont plein d'endroits où les murs n'étaient pas très chers à la. OK, OK et tu voulais particulièrement faire du volume, donc comme tu disais juste avant, le prix, c'était pas trop le problème, c'était surtout acheter, posséder le bâtiment, quoi? Oui, alors je regardais quand même les prix, mais j'ai acheté, j'ai eu beaucoup un peu de chance aussi. Tu vois, à une époque, il y avait un monsieur qui m'a vendu plusieurs immeubles, qui était un monsieur d'origine juive et qui était malade, d'accord? Et donc, il en avait marre des impôts, il voulait partir à Miami, vivre. Et en fait, il m'a vendu, lui, une grosse partie de mon patrimoine que j'avais en France, hein. Il m'a vendu une huitaine d'immeubles, mais des gros immeubles. Et il me disait, écoute, Hakim, je te présente le banquier qui te finance. Donc, j'avais même pas eu besoin de faire appel à mes banquiers. Donc, en fait, c'est un monsieur qui n'avait pas de fils, qui m'a pris par la main, qui m'a présenté un banquier, qui m'a vendu 8 immeubles qui valaient à l'époque peut-être, je sais pas, 2 millions de pièces à peu près. Donc, tu vois, ça fait quand même 16 millions. Et en fait, ces immeubles-là, avec l'augmentation des loyers, etc., et les endroits qui ont évolué, ça a fait x5, si tu veux. Et tu te retrouves vite fait à 50 millions, tu vois.
Vite fait à OK. 50 millions, mais c'est à ce monsieur-là que j'ai acheté une grosse partie de mon patrimoine que j'avais en France. Après, il y OK. avait une quinzaine de millions sur d'autres achats, mais c'était pas lui. OK. Ça marche, ça marche. Tu sais, Tu vois. Donc des parmi fois, des t'as des fois des coups de pouce dans la vie. Des oui, messieurs comme ça, comme ce monsieur qui te rencontre et qui t'aide. Et en fin de compte, tu vois, j'ai beaucoup moins souffert à acheter ça parce qu'on m'a ramené le banquier et les biens. Donc en fait, et j'ai fait une culbute de dingue. J'étais presque cherté 60 millions avec ça. Alors que dans l'exploitation de mes restos, je travaillais comme un taré H24 et pour faire un peu moins sur le profit, tu vois. Donc ça veut rien dire des fois, hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, quand tu négocies un deal, souvent, tu entends les histoires, tu sais, où tu réussis, tu sors vainqueur de l'échange. Est-ce que tu as un souvenir en tête là où tu reparti du rendez-vous d'affaires et vraiment la queue entre les jambes, très mauvaise expérience, à nous raconter comme ça? Un jour où tu t'es vraiment senti, vraiment, un échec, tu vois? Sur une négo, sur un rendez-vous d'affaires? Alors, c'était pas une négo, c'était quand j'allais racheter Courtepaille. Tu sais, Courtepaille, c'était en liquidation. J'arrive à la barre du tribunal avec mon ami Loïc, qui est financier. Et en fait, tu as vu, dans la boîte que j'avais vendue avant, j'ai eu une interdiction de gérer. Et en fait, je l'ai su très tardivement parce que je passe ma vie à travers le monde et je m'en foutiste, hein. J'ai un peu une personnalité comme ça. Moi, tu sais, j'ai un gros défaut, j'ai une qualité, je suis bon dans les affaires, mais j'ai un défaut, c'est que je prends vraiment la vie à la légère et je m'en fous un peu de tout. Et c'est pas forcément une qualité, ça. Et donc, j'avais pas traité ce dossier et j'apprends devant la juge que oui, j'ai une interdiction et que je peux pas reprendre courte paille. Et Au donc moment de là, la l'achat? salle, ouais, au moment de l'achat. Et là, la salle, elle était comble. D'ailleurs, il faudrait que je te passe les vidéos, je pense que lui qui les a. La salle a été remplie. Et donc, on devient rouge. Et je dis, bah, je peux mettre tout au nom de mon associé. Elle me dit, Monsieur Benotman, vous aurez pu, mais il fallait le faire avant. Il ne fallait pas vous mettre, vous, président de la boîte avant. Vous avez une interdiction, vous ne pouvez pas. Et là, bon, on était un peu dégoûtés, mais bon, ça fait rien. On est reparti et tant pis. Ouais, ouais, OK. Et tu sais, la vie, David, c'est un jeu. La vie, c'est un jeu. En fait, je pense que tout entrepreneur qui nous regarde ou futur entrepreneur, il faut qu'il se dise, personne n'en sortira vivant. Je pense que tous les entrepreneurs qui réussissent vraiment, qui prennent tous les risques, ne prennent pas trop la vie au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, En ouais. fait, bizarrement, les salariés que je connais, la plupart, ils prennent la vie au sérieux. Ils ont pas capté que ça allait se terminer. Même si ça se termine à 80 piges, ça passe vite 80 piges. Ça va se Mmh. terminer. Et pour être entrepreneur, pour prendre tous les risques, il faut se dire, bah, en fait de compte, mais je m'en fous, c'est rien en fait de compte. On va mourir, on va tous mourir. Ouais. C'est tout, il faut réfléchir comme ça avec une certaine légèreté. Mais c'est la fois, oui, où c'était un rendez-vous, oui, un échec, quoi. C'est sûr que tu rentres, tu fais pas péter le champagne là, ouais. Ouais, bon, non, ça fait rien. Il faut que ça se fasse ou pas. Bon, ça fait rien. Ça aurait rien changé à ma vie. OK, OK, OK. Donc, oui, la négociation finalement, c'est pas ce qui t'a permis vraiment d'exploser, c'était surtout, enchaîner les affaires. Toi, tu es un gars de l'action en fait. Tu es pas un gars de Ouais, la ouais, ouais. ouais, 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 je suis pas trop un mec de la négo. Il y a des gens qui négocient pour moi. Moi, je travaille si tu veux, avec des banquiers d'affaires, des grosses banques, des avocats qui vont négocier. Et après, ils me disent, voilà, j'ai négocié à tel prix, oui ou non, oui ou non. Et c'est des allers-retours entre avocats, si tu veux. Mais j'ai très rarement négocié tout seul en frontal. Ou alors quand j'étais beaucoup plus jeune, tu vois, quand OK. j'allais dans des affaires où je rachetais des magasins, etc. Mais Mmh. ouais, c'était à l'époque où j'étais commerçant, plus comme d'affaires, on va dire. OK, OK. Donc maintenant, toi, enfin depuis, un bon moment maintenant, tu as la vision et tu fais exécuter par les autres, quoi? Exactement. Je suis plus OK, du tout dans l'opérationnel. OK. Les émotions en affaires, c'est important? Tu arrives à bien gérer tes émotions ou c'est quelque chose que tu as du mal à faire encore, J'en ai aucune. Aucune émotion? J'en ai, non, aucune émotion. J'ai jamais eu de. Dans les affaires, je suis intransigeant. J'ai même fait travailler. Moi, je peux faire travailler de la famille avec moi. Si le travail n'est pas bien fait, je les sors. J'ai pas de sensibilité dans les affaires. La seule chose qui m'intéresse, c'est la rentabilité, les performances, c'est tout. Donc, je suis très, très dur en affaires là-dessus, et je l'étais beaucoup plus avant. Je me suis un peu adouci, on va dire, mais ce que je cherche, c'est la performance. Je suis pas là pour faire du social, si tu veux, hein. Ouais, ouais. Mais c'est bien, c'est le bon mindset et est-ce que ça, c'est inné ou tu as dû le travailler? Non, ça, c'est inné. Je suis très. Euh,
Bon, on n'a pas que des qualités, j'ai des défauts aussi, mais moi, tu vois, par exemple, par contre, j'ai du mal à dire aux gens, par exemple, quand je licencie une personne, j'ai toujours eu du mal à le dire, donc je fais toujours passer ça Ouais. par un superviseur, tu vois. J'ai jamais voulu vexer les personnes. C'est toujours Ok. dur de dire à quelqu'un, écoute, t'es mauvais, on va se séparer de toi. Ouais. Ouais, c'est très dur. Ouais. Faut assumer. Ouais. Ok. Est-ce que dans tes associations, tu cherches la complémentarité? Dans le sens où tu viens de m'expliquer que négocier, ça te fatigue un peu, tu es quelqu'un d'assez un petit peu tu fais ça à l'instinct. Est-ce que justement tu cherches des personnes qui te complètent ou alors, pas forcément, c'est l'opportunité qui fait l'association? Ouais, je dirais que c'est à l'opportunité, mais je me suis beaucoup fait avoir, si tu veux. L'association, tu sais, l'association, c'est comme le salariat. Pour trouver des bons salariés quand tu es patron ou des bons associés, c'est dur. Mmh. Le seul moyen de savoir s'il est bon ou pas, c'est l'expérience et c'est de foncer. Et Ouais, après, prends quand même tes précautions parce que les gens droites, intelligentes, intègres, il y en a quand même peu. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des problèmes avec leurs associés, avec leurs salariés. On se trompe toujours. Moi, j'ai pris des associés qui m'ont volé. J'ai pris des salariés qui m'ont volé. Voilà, il y a un moment donné, tu peux plus donner la chance à tout le monde. Et je ouais, pense que j'y étais à l'instinct et il faut pas y aller à l'instinct. Il faut pas y aller à l'instinct quand vous recrutez vos cadres ou vos associés. Il faut faire cette démarche qui est d'appeler les anciens patrons et de prendre vraiment la température. Il ouais. faut appeler le max d'anciens patrons. Prenez le temps et dire voilà, est-ce que cette personne est loyale? Est-ce qu'elle est intègre? Est-ce que tout est clean? Prenez le temps parce que moi, ça m'a coûté beaucoup d'argent, ça. Ouais. OK, OK. Et être, à l'instinct pour quelle situation alors? À l'instinct pour les affaires, mais le meilleur instinct dans les affaires, c'est de foncer. Il faut pas trop réfléchir. Tu sais, je dis souvent, vaut mieux un abruti qui fonce que quelqu'un de très intelligent qui a le doute. Il faut pas trop D'accord. réfléchir dans les affaires. L'idée de départ, c'est souvent la meilleure. Tu as une idée de départ, allez, on fonce, on y va. Ça fait rien, ça marche pas. J'aurais perdu un peu de temps, un peu d'argent, et tant pis. De toute façon, il faut bien que le temps, j'en fasse quelque Ouais. chose. Et l'argent aussi. Donc, si tu veux, on fonce et on se pose des questions après. Il faut pas trop se poser de questions au départ non plus. OK, OK. Faut quand même, pour ceux qui nous écoutent, mesurer ce que tu peux perdre quand même et puis après il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et de toute façon, je dirais que des fois, les gens, ils y vont et après, c'est la vie qui dit oui ou non. Parce que des fois, l'idée finale, elle est même pas préconçue, tu vois. Tu prends un Ouais, mec comme Mark Zuckerberg, au début, il a fait Facebook pour s'amuser entre potes dans un lycée. Après, c'est devenu un milliardaire, une multinationale. Mais je pense même pas qu'il imaginait aller là. Donc, des c'est fois, vrai. tu n'imagines pas. Des fois, ton idée te devance, si tu veux. C'est vrai, c'est vrai et c'est vrai qu'on a le tendance à prendre les choses un peu à l'envers, aujourd'hui, un jeune qui en veut, il va dire: «Ouais, je veux devenir millionnaire», alors que finalement, il faudrait peut-être faire, un projet entrepreneurial qui lui tient à cœur et puis voir où ça le mène, quoi. Ouais, voilà, exactement. Aujourd'hui, c'est vrai que par contre, cette génération, ouais, c'est étonnant, ils veulent que devenir millionnaires. Moi, c'est quelque chose, par contre, au début, je le suis devenu tôt, mais j'ai jamais été animé par l'argent. C'est-à-dire qu'au début, mon but, c'était, voilà, je veux créer ma chaîne, point. OK. Tu vois, on m'a proposé 160 millions à un moment donné, je voulais pas vendre. Donc, ça prouve bien que j'étais plus animé par le développement de ma chaîne que par l'argent. Mais Ouais. dès le début, je m'en foutais de l'argent. Tout ce que je gagnais, je le réinvestissais dans la boîte, hein. Ouais, ouais, J'étais pas là ouais. en train de dire: «Je veux 1 million de côté ou 2 millions ou 3 ou 10. Ça, je regardais même pas. Ça, c'est beau parce que tu étais drivé par le projet et l'argent, c'était un instrument de mesure de ta réussite, quoi. C'était ça un peu l'idée? Exactement, exactement. Parce que peut-être qu'il y a 20 ans, l'argent n'était pas aussi nécessaire qu'aujourd'hui. En fait, on va pas se Ouais, mentir, c'était 2 époques différentes. Il y a 20 ans, moi, tu vois, quand j'avais mon 1er bateau, je crois, j'avais 22 ans, tu vois? Et j'avais ouais, des belles voitures, tout ça et en fait, je voyais pas de jeunes dans ma situation. Donc je m'ennuyais, j'étais tout seul avec, mes amis. Mais aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes qui ont très, très bien réussi grâce à internet et à l'entrepreneuriat, entre autres. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une compétition face à l'argent parce que, on peut dire ce qu'on veut, il suffit d'aller à Cannes l'été ou n'importe où, il y a beaucoup de jeunes de notre génération maintenant qui ont de l'argent. ouais. Oui, c'est sûr, Il y en a c'est vrai. il y en a beaucoup, il n'y en avait pas ailleurs. On demande, je sais Ah pas quel âge tu as, mais si tu demandes à tes parents et cetera, il n'y en avait pas avant, hein. ouais, moi j'ai 28 ans et c'est vrai que, beaucoup de jeunes, tu regardes sur internet, ils courent après l'argent et c'est vrai qu'il y a plus de passion du développement du projet. Je trouve que c'est beau quand même, hein, de courir après ça plutôt que l'argent. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais en fait, parce que cette génération, elle est hyper pragmatique et elle est meilleure que la nôtre. Je vais t'expliquer pourquoi.
Ouais. Un projet, c'est une entreprise, elle n'est pas à toi. Et en fait, il y a plein de commerçants, ils se sont rendus compte en même temps, bizarrement, ça s'est fait en même temps, ils ont créé des boîtes et à la fin, ils payent que des impôts. Bah, quand ils vendent la boîte, surtout quand tu es franco-français, bah, tu dois réinvestir 60% dans l'économie, donc c'est même pas ton argent, ça remonte à une holding, sinon tu te fais défoncer par les impôts. Et en Mmh. fait, tu as des gens qui se sont dit, bah ouais, le projet, il est bien, j'aime mon projet, mais en fait, j'ai donné toute ma vie dans mon business, mais à la fin, j'ai pas gagné grand-chose à part une maison et deux, trois bricoles et revendre mon entreprise. Alors à côté de ça, tu as cette nouvelle génération qui dit, moi, je veux pas de cette vie, j'ai envie de louer des yachts, j'ai envie de kiffer, j'ai envie d'avoir mon avion, j'ai envie d'être à Dubaï. Et on peut pas leur en vouloir, en fait, ils sont peut-être plus pragmatiques. Ils ont peut-être Ouais. compris plus que les autres, en réalité. Oui, oui. Oui, oui. Que ça servait à rien au final si jamais tu pouvais pas en profiter, ouais. Bah, ça ne sert à rien. Si tu as une entreprise qui fait 50 millions de chiffre d'affaires, tu es là, tu fais 10% de résultats, tu payes les impôts, tu payes tout, il te reste 1 million. 1 million, ça te fait quoi? 80 000 par mois, c'est bien, mais est-ce que ça vaut le coup, les emmerdes d'une entreprise qui fait 50 millions, à gérer tout ce personnel, tous ces problèmes Mmh. pour 80 000 euros par mois? Oui, oui, c'est vrai. C'est une À vocation. côté de ça, tu as un gamin à côté de ça qui va vendre 10 formations par mois et prend la même chose que toi. Mmh. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, je comprends tout à fait. Je comprends. Je voulais basculer sur l'énergie, sur le focus, parce que dans la suite logique d'une négociation, en théorie, quand tu arrives sur un rendez-vous pour être, performant, efficace, en fait, pour te raconter l'histoire de pourquoi je te pose cette question, sur un podcast, tu disais: «Ouais, j'ai fait un rendez-vous, le mec il m'a fait à manger, j'ai mangé, comme un salaud et si tu veux, j'étais Ouais. plus concentré après» et je me suis dit: «Bah, tiens, on va en parler». Comment être, prêt mentalement pour un rendez-vous, pour, tu sais, une négociation en affaires, tu vois? Alors, dans la vie, tout est énergie. On échange de l'argent contre de l'énergie. L'énergie, c'est très important. D'ailleurs, tu vois, les grands hommes d'affaires charismatiques à la tapis, c'était des battants. Moi, j'appelle ça c'est des lions. C'est des lions. Mmh. Si tu veux, tu as besoin d'énergie parce qu'il faut de la résilience. Donc, il faut des ressources d'énergie mentale. Qu'on aime ou pas Sarkozy pour sa politique ou pour la personne qu'il est, tu vois bien que c'est un battant. Un autre, à sa place, on lui met 5 ans, il se met à pleurer devant le tribunal. Lui, il est là, ok, j'ai la tête haute, je me bats, c'est des bonhommes. Et si tu veux, cette énergie, tu en as besoin pour faire face à la résilience. Et en fait, compte, tu as besoin d'énergie pour te concentrer, que ce soit pour coder un outil, tu as besoin d'énergie lors des réunions, tu as besoin d'énergie pour toutes les questions d'énergie. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça, dans mes business, je me focus sur les dossiers importants le matin. Le matin, Ouais. je me lève, je suis frais, il est 7 heures, 8 heures. Les dossiers où j'ai besoin de mettre un max de concentration, d'ailleurs, je travaille très souvent que le matin, c'est de 8 heures à 11 heures. Tu vois, c'est là la concentration. Ouais. Après, l'après-midi, c'est du bricolage, c'est des coups de fil, voilà, parce que la concentration, elle est le matin. OK. Tu vois, et c'est donc l'énergie. Tu échanges tout contre de l'énergie. Et ça, vraiment, je l'ai toujours dit, moi, dans le business, tu es obligé. Quelqu'un de fatigué, il ne va pas pouvoir faire grand-chose, hein. Ouais, c'est clair, c'est clair et toi, tu tu mets des choses en place pour avoir cette énergie ou cette énergie, ce feu sacré, tu l'as, de naissance, quoi? Alors, ça fait partie de ma personnalité, c'est de naissance. Après, si tu veux, les grands rendez-vous, je suis à jeun, j'y vais le ventre vide, d'accord? J'ai une façon de vivre qui est un peu spéciale parce que ça me redonne de l'énergie, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je médite beaucoup et derrière, je suis un homme pour avoir toujours, il y a l'énergie, mais il y a l'envie. Et je suis quelqu'un qui a besoin de misère, David, pour avoir l'envie. C'est-à-dire, si je suis trop souvent dans le luxe, en jet privé, en business class, dans des hôtels 5 étoiles ou dans des résidences à moi qui coûtent cher, j'ai plus l'envie. Donc, des fois, je vais aller dans une piole, j'ai des pioles, où j'ai juste un lit, j'ai juste un petit bureau, je suis comme dans une petite prison, où c'est pourri, et c'est ça, et c'est dans la misère que je retrouve l'énergie. Quand j'avais mon premier kebab, je dormais sur le congélateur. D'accord. Quand j'ai monté ma première start-up autour de l'IA en 2015, je dormais dans le bureau. Aux États-Unis, j'étais en Floride, j'étais dans le bureau. Et en fait, si tu veux, j'ai besoin de goûter à ça pour Ouais. avoir faim. Si Mmh. tu me laisses trop dans le confort, j'ai plus faim. Ouais, ouais. C'est comme un type en télétravail. Bah, je suis désolé, quelqu'un qui va en télétravail au bord d'une plage aux Maldives, il ne va pas télétravailler comme quelqu'un qui est en Islande sous la pluie. Oui, c'est sûr, Ah, voilà, c'est c'est sûr. la même chose.
Ouais, 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 ouais. D'ailleurs, oui, c'est Franck Nicolas, je sais pas si tu connais, qui disait sans la fin, c'est la fin. J'avais bien aimé cette citation. Puisque- Très belle phrase, très belle phrase. Et Il faut ouais, toujours avoir la dalle. et c'est pas facile quand tu atteins un certain niveau de revenu comme toi. Comment tu fais encore pour, du coup, Bah, t'arrives à jeun, ça c'est la non, fin au sens propre, mais comment tu fais pour maintenir ta fin d'avancer, tu vois? non, mais si, parce que franchement, David, les revenus, ils servent à rien. En fait, les revenus des personnes qui ont vendu leur groupe cher et tout, c'est pas comme les gens pensent. On va pas gaspiller 1 million par mois. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très simple. Déjà, regarde, pour la santé, manger trop de viande, c'est pas bon. On est d'accord? Ou même manger trop tout court. Donc, tu veux Ah manger oui. quoi? Donc, en fait, la vie, c'est quoi? C'est tu vas manger des œufs, tu vas manger comme tout le monde au final. Ensuite, bah, l'argent, il va où? Dans le confort. Bon, tu n'as pas besoin d'être milliardaire pour avoir un petit cocon sympa. Il va où au final l'argent? Mais il va nulle part à part le mettre dans les projets. En plus, moi, je suis OK. quelqu'un de très simple. Tu peux me voir en jet privé si j'ai nécessité. Tu peux me croiser en business si c'est la nuit, j'ai besoin de dormir. Comme tu peux me croiser en éco si c'est un vol court. Tu peux me croiser en Range Rover, en Lamborghini, comme tu peux me croiser en Fiat 500. Tu peux me croiser dans un étoilé Michelin, comme tu peux me croiser dans un kebab. Donc, si tu veux, j'ai besoin toujours de ces deux mondes. Et goûtant permanent aux deux mondes, eh ben, c'est pas parce que je suis dans le luxe que je suis plus heureux. J'estime que le matériel ne rend pas plus heureux. Ce qui rend plus heureux dans la vie, c'est l'expérience et la liberté. Moi, par exemple, Mmh. ça me rend extrêmement heureux d'avoir les moyens d'être à travers le monde quand je veux, mais je ne suis pas plus heureux en first class qu'en économie. Dans les deux, je mange, je regarde la télé. Et je ne suis pas Mmh. plus heureux au volant d'une Lamborghini qu'au volant d'une Fiat 500 cabriolet. Ouais. Ce n'est pas des indicateurs de bonheur pour moi, ça. Tu vois. Mmh. Maintenant, si tu veux, donc l'argent, il sert à quoi au final? Il sert à créer du nouveau business, il sert à se mettre un peu en sécurité, à mettre en sécurité les siens. C'est tout, c'est pas. Mmh. En plus, tu sais, on est pauvre à la base. Je suis pas né avec les riches, donc je suis, comme je dis souvent, un pauvre qui gagne de l'argent. Donc j'ai toujours les codes de pauvre, quoi. Enfin, quand je dis pauvre, de gens normaux. Ouais, je Tu vois, je comprends. veux dire, les gens pensent que moi, je connais des milliardaires à Genève, ils prennent le métro. Bah, des fois, moi, tu vas me croiser en trottinette, en métro. Enfin, on vit comme tout le monde, hein. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et ce que tu me dis, ça résonne un peu en moi puisque, je sais pas, j'ai besoin d'en avoir, bavé un peu pour apprécier après le confort, tu vois? J'ai l'impression que si jamais tu as pas bavé un peu, tu l'apprécies pas autant. Un peu comme il dit, Johnny, tu sais, dans la chanson, l'envie là, comme me donne la faim, la soif, puis un festin, tu sais? La vie, c'est un juste équilibre. Comme je dis souvent, même le mec qui a le yacht à 300 millions à Cannes l'été, fin août, il reste pas quand tout le monde rentre de vacances, il n'est pas tout seul en train de se balader à Cannes, il rentre aussi dans son bureau. Il faut bosser, il faut souffrir. Moi, une fois, j'étais aux Maldives, le mec qui s'occupait des paddles, là, il me dit, j'ai l'impression d'être dans une prison à ciel ouvert, la pluie me manque. Voilà ce qu'il m'a dit. En fait, si tu veux, c'est très simple. Dans la vie, il faut un équilibre. Il faut un peu de Ouais. pluie, un peu de grisaille, un peu de métro et de souffrance. Faut un peu de soleil. Moi, je dis, il faut l'enfer et le paradis. Si tu es trop souvent au paradis, ton paradis se transforme en enfer. C'est Ouais. pour ça que j'en parlais même des fois avec des personnes, on parlait de piété. Je dis, mais le paradis, ça ne peut pas être que l'idéal si le paradis existe, parce qu'au bout d'un moment, ça se transforme en enfer. T'en as marre. Enfin, je veux dire, je veux dire un truc, l'humain, il en a même marre au bout d'un moment de la tranquillité et de la paix. Il nous faut de Ah temps oui? en temps des problèmes. D'accord? Ah oui? Et je pense que quand la vie t'aime, elle te laisse en quête permanente. Et on a tous à nos niveaux nos problèmes. Un milliardaire, t'inquiète pas qu'il peut avoir des problèmes avec son entreprise et ne plus avoir d'argent. Un millionnaire aussi. Il faut rester en quête permanente. Et si c'est pas Ouais. l'argent, ça va être la santé qui va être affectée. Il n'y a personne à qui la vie laisse une sérénité de vie tout au long de sa vie, ça n'existe pas. Et puis c'est nul, comme tu dis. Et puis c'est nul. Voilà, faut Ouais. souffrir. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Tu sais, pour moi, je veux dire que tu me fasses dormir dans un 5 étoiles ou que je dorme à l'Ibis budget, c'est pareil. Je dors. C'est pas plus confortable. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est humain de payer une chambre d'hôtel 2000 balles parce qu'on t'a mis un bout de chocolat à la table de nuit et parce que tu as un peu de boiserie alors que tu peux dormir très bien pour 100 euros? Non, parce que 1900 euros de différence, tu peux faire un puits en Afrique. Donc, si tu veux, ça dépend comment toi t'aimes vivre. Et moi, c'est pas des choses, voilà. Le luxe, pareil, est-ce que ça a du sens d'avoir un sac à 30 000 euros? Bon, bah, qui a coûté au fabricant 200 euros.
Je sais pas, il y a peut-être des femmes qui aiment le luxe. Moi, en tout cas, je trouve que c'est inutile. Toi, tu viens ici, on est en Afrique, les gamins, ils sourient 10 fois plus qu'à Paris 16e. Ils sont en train de jouer avec des Oui. ballons déchirés, ils sont très heureux. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ok. Tu fais gaffe à ton alimentation, tu fais gaffe, tu médites, ça m'interpelle ça, tu médites, comment tu t'y prends? Bah alors moi déjà à la base, je suis croyant, je suis religieux, mais avec modération. Dans la vie, tout est bien avec modération. Mais voilà, je prie, ça me fait beaucoup de bien, ça me fait beaucoup de bien. Et je médite aussi. J'aime bien une demi-heure dans la journée écouter, tu sais, des musiques très douces, un peu de spa, très douces, et méditer, prendre le temps de réfléchir à plein de choses. Ça me fait vraiment une coupure dans ma nervosité, on va dire, de la journée. OK, OK. Tu fais ça depuis c'est récent ou tu faisais ça aussi à l'époque où tu charbonnais, Non, c'est récent, c'est récent. On va dire qu'avec l'âge, je suis plus là-dedans depuis 5 ans, mais non, à l'époque où je travaillais, je voyais pas le jour. Moi, quand je OK. travaillais, je te dis franchement, entre 18, 19 et jusqu'à 26, j'avais, grâce à la vie, j'avais vraiment une force physique que peu de gens avaient. Je pouvais dormir 4, 5 heures par nuit, j'étais toujours en forme. C'est ça l'avantage de la jeunesse à l'époque, hein. C'était vraiment quand tu es jeune comme ça, tu dors pas, tu as la pêche, tu as la niaque, tu as cette force de vie, de réussir OK. où tu te tues la santé pour réussir. Et tu te sentais pas seul ou en marge, justement d'être, drivé comme ça par rapport à la plupart des jeunes de ton âge qui devaient juste, avoir envie de rien foutre, quoi? Bah si, bah tu es seul, mais moi déjà j'étais dans une petite ville qui était Tours. Mon seul objectif, c'était de me barrer de là-bas. Quand je voyageais, je voyais la beauté du monde, je dis: «Voilà, il faut que je gagne le maximum d'argent pour me casser parce que c'est pas une vie, quoi». Je faisais quoi? J'étais à Tours, je travaillais, j'avais une pause de 20 minutes, par jour, tu vois? Quand j'avais mes entreprises. Moi, j'allais avec mes salariés prendre un café à Brioche-Dorée, si tu veux, et je rentrais. Enfin, il y avait rien à faire, quoi. Tu veux OK. faire quoi? Il y a rien à faire dans ces petites villes de province, et surtout quand tu as vu le monde. Quand tu fais le tour du monde, tu dis: «Je veux une vraie vie», et donc Bien je me sûr. suis battu pour ça, et mes amis, eux, qui ne se sont pas donné les moyens, sont tous aujourd'hui salariés encore, 20 ans après, et ils ont à peine les moyens de rembourser le financement de leur maison, tu vois? Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que le problème souvent de rester dans le lieu où tu es habité, bon, maintenant internet a changé la donne un petit peu, mais c'est vrai que tu fréquentes pas beaucoup de personnes qui peuvent t'inspirer à devenir la personne que tu aspires à être, c'est pas évident, pas évident. Exactement, Ouais, et plus tu fréquentes des personnes importantes, et plus tu as ce mindset entrepreneurial. Mais ouais, moi, en tout cas, j'étais souvent à Paris, hein, tous les week-ends, et pour j'ai acheté de la marchandise, tout ça. Mais je voulais partir, j'aspirais à une vie de voyage, je voulais ma liberté. Voilà, je voulais de OK, la liberté. J'étais prêt, en fait, c'est comme si tu dis dans ta tête: «Je vais me sacrifier entre ouais, 20 et 25, 20 et 30 ans pour ensuite être libre et être en mode ouais, tour du monde». Après, il faut aimer. Il y a des gens, moi, j'ai un mec, un pote, qui a vendu sa boîte 20 millions, mais lui, il n'aime pas voyager, il n'aime pas tout ça, non? Donc lui, tu vois, il est de Nîmes, une petite ville à Nîmes. Bah, lui, en fait, il est dans la même maison, tranquille, il veut pas bouger, et il a 20 millions, il sait même pas quoi en faire. Parce qu'il n'est pas passionné par les voyages, il n'est pas passionné par la vie, en fait. C'est des tempéraments. Tu as des gens qui aiment tout dans la vie, et tu as des gens qui aiment rien. Il n'aime pas les bateaux, il n'aime pas les belles caisses. Son argent lui sert à rien. c'est triste, ouais, c'est triste. T'en as plein comme ça, hein. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Tu vois Il y a, il y pour, a- il y a- il y a- pour il y a une citation, un proverbe arabe qui dit: «Parfois la vie donne de la viande à ceux qui n'ont pas de dents». c'est vrai. Tu Ouais, comprends? ouais, Donc voilà. c'est vrai. Tu vois le nom de mon podcast, si on le cherche sur Deezer, Spotify, tout ça, c'est JTT Show, JTT comme jamais trop tard. Est-ce que tu penses, toi, qu'il est jamais trop tard pour apprendre, pour devenir quelqu'un d'autre dans la vie? Tu penses qu'il y a toujours, une occasion? Il est jamais trop tard. J'ai appris à piloter des avions à 30 ans et non à 20 ans. Hem, j'ai j'ai appris à parler anglais, à 33 ans et non à 18 ans, et il est jamais trop tard dans la vie. De toute façon, si tu veux te maintenir, en haleine ta vie, il faut des projets en permanence. Tu vois, souvent, tu as des personnes qui comprennent rien, qui disent: «Ah, si j'avais 1 million d'euros, j'arrêterais de travailler».
Mais ça, c'est le discours d'un salarié parce qu'il se tue à la tâche et il n'aime pas son job. Un Mmh. entrepreneur, bah, tu as que des milliardaires aujourd'hui, pourquoi ils continuent à travailler? Bernard Arnault, Elon Musk, Donald Trump, enfin tout le monde, ils sont tous riches. Pourquoi ils travaillent? Ils travaillent La plus que tout passion. le monde. Mais c'est même pas la l'appât du gain, il faut un projet dans la vie. Il faut un projet. Tu sais, une fois, un franchisé, moi, qui était franchisé dans une autre enseigne et qui perdait de l'argent chez l'autre enseigne. Et je dis, mais pourquoi tu continues? Mais il me dit, moi, il me faut une occupation. Il me dit, j'ai de l'argent, j'injecte dans mon resto pour m'occuper. Il faut une occupation dans la vie. Pourquoi pas, si ça l'accomplit? Mais c'est pas ça. Si demain, je te donne beaucoup d'argent, tu vas aller en vacances, je t'assure que tu vas te faire 1 an de vacances. Au bout de 2 mois, tu vas rentrer, tu vas être dépité. Tu vas me dire, mais bon, Mmh. ça, il faut que je travaille. Il faut un projet. Je fais quoi? Ouais, c'est Après, sûr. quand tu es homme d'affaires, c'est pas le même travail. Tu es pas dans le goudron tous les jours. Tu pas là, tu es plus dans la vision, dans la stratégie, dans les projets, dans les feuilles de route. C'est plus un projet. Si demain, David, je donne de l'argent, Ouais. je te dis, bah, lance un hôtel. Bah, Ah, c'est bon, c'est revenu. Ouais, Top. tu vois, alors, j'étais à Dubaï hier. J'étais chez moi à Dubaï, mais j'adore l'Afrique. Je suis un amoureux de l'Afrique parce que, en fait, c'est euh, le, le sourire des gens, le regard des gens, la pureté. C'est pas faux comme Dubaï, etc. J'adore ces pays-là. Mais Ouais. en fait, attends, tu me disais, ouais, il faut le projet. C'est-à-dire que tu peux pas vivre sans projet. Mmh. Ouais, c'est Que sûr. si demain tu fais ton hôtel, et voilà, donc là, tu vas créer ton hôtel. C'est pas le même travail. Tu vas choisir les lits, les ampoules, et après, on va dire, bah voilà, l'hôtel, c'est bon, il a ouvert, tu vas venir à l'inauguration. C'est pas le même travail, donc le projet, entreprendre, que être réceptionniste à l'hôtel, si tu veux. Bien sûr. C'est sûr. C'est sûr. OK. Dernière question, Hakim, pour terminer, parce on s'est déjà un petit peu étendu, au niveau du temps. Un jeune aujourd'hui, tu lui conseilles de faire quoi? C'est un jeune qui a des ambitions, qui veut vivre, un beau lifestyle, tu sais? Qui a 20 ans, tu lui dis quoi? Ouais, un beau lifestyle, malheureusement, il n'aura pas dans le business physique. S'il aime la restauration, le business physique, je veux dire, fais du business physique, tu vas être emprisonné avec des salariés qui vont te rendre fou, tu vas te retrouver avec des ulcères et tu vas plus gagner autant d'argent qu'avant parce que le business physique, c'est plus comme avant, c'est trop concurrentiel. Si tu arrives à trouver un business en ligne où tu peux voyager, mais quelle chance de passer sa vie à voyager tout en gagnant de l'argent et en faisant ce qui te plaît. Mais Internet, tu vises le monde, donc il faut aller sur le digital. OK. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas photo, sauf s'il est passionné d'un business physique et qu'il a trouvé une niche bien spécifique. Moi, en tout cas, si je devais repartir à zéro, je serais soit dans le business en ligne, soit dans la reprise d'entreprise, mais je ne me prendrai pas la tête. Je reprends des entreprises, je les garde 24 mois, je les revends. Avec Mmh. l'argent, je vais naviguer à travers le monde de 3 ans et je reviens et je refais la même chose. OK. Intéressant. Intéressant et pour, terminer, je te demanderai juste de détailler, quelles compétences il faudrait développer pour exceller dans le business en ligne ou dans la reprise d'entreprise? Qu'est-ce qu'il faudrait travailler, tu vois? Parce qu'on n'a rien sans rien quand même. Bah, dans le business en ligne, je pense que ça va être en fonction de ce que tu as à dire. Enfin, pour ma part, ce qui m'a fait cartonner, c'est vraiment la viralité parce que j'ai apporté de la valeur. Mais après, j'irai faire plus des SaaS et répondre aux besoins d'entreprise. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui fonctionnent de façon archaïque en Europe. Tu fais des Mmh. SaaS B2B où tu factures un abonnement à 1000 balles. C'est facile d'être ton propre commercial. Tu trouves 100 clients, tu vas prendre 100 000 € par mois. Sur 100 000, tu vas payer quoi? Ton codeur 10 000, il va te rester 90 000 dans la poche, tu vois. Donc, vous pouvez vous sacrifier 1 an aujourd'hui pour être tranquille toute votre vie. Donc, j'irai dans les SaaS et j'irai donc travailler dans des entreprises. Enfin, même pas, moi, je suis de nature très curieuse. C'est pour ça, à chaque fois, j'arrive à faire des nouveaux business. Il faut être curieux, aller voir ce dont les entreprises ont besoin et OK, répondre à leurs besoins. C'est ça la vie. Le business, c'est répondre à un besoin, tout OK. simplement. Uber, il a répondu à un besoin dont personne ne peut se passer aujourd'hui. Uber Eats, pareil. Airbnb, pareil. Booking, pareil. Enfin, ils répondent à des besoins. Est-ce que tu Mmh. te vois aujourd'hui, Booking, aujourd'hui, aller sur Google, trouver des hôtels et appeler des hôtels? Ah non, parce que Booking te référence tout. Donc, c'est Mmh. des types qui ont répondu à des besoins. Donc Mmh. là-dessus, et retournement d'entreprise, il faut juste du courage et apprendre le management et apprendre la notion de finance. Après, le produit, comme j'ai dit au début, on s'en fout. Que vous allez vendre du bois, du fer
du pétrole ou des burgers, le produit, on s'en fout. OK. Super intéressant. Je retiens, déjà vis-à-vis de l'entrepreneuriat que selon toi, il est plus facile quand même de trouver de l'argent auprès d'un business qu'auprès du particulier. Je pense que ça, c'est ancré dans ta tête, a priori? Oui. Ouais. Je pense aussi que enfin, j'ai appris que ta vision des choses et je la partage aussi, que pour vivre une bonne vie, il faut se confronter à la difficulté et en profiter un maximum. C'est ça ta vision de vivre une, très belle vie? Une fois que tu as gagné 100 millions, tu te rends compte que le meilleur moment, c'est quand tu étais en train de récolter les fruits. C'est la quête. J'aime beaucoup la chanson Ouais. d'Orelsan quand il parle de la quête. La quête, c'est le meilleur moment de ta vie. On jouit d'une chose qu'avant de Ouais. l'avoir. Quand tu veux t'acheter un bateau, le meilleur moment, c'est quand tu économises l'argent pour l'acheter. Le deuxième meilleur moment, c'est quand tu vas pour le récupérer. Une fois que tu l'as, tu as du mal à savoir où le garer et les emmerdes commencent. Donc les meilleurs moments, c'est avant. Et dans tout, pareil, c'est pareil. OK. Bah, écoute, je pense qu'on va finir là-dessus parce que ça reflète tout à fait ce qu'on s'est dit pendant ce podcast. Hakim, je te remercie, pour ton temps et Merci j'ai à passé toi. un très bon moment en ta compagnie. C'était super sympa. Carrément. Bon courage à tous. Ciao David. Merci et Hakim, où est-ce qu'on peut te suivre pour suivre tes actus là, un petit peu? Dis-nous. Bon, moi, j'ai un Instagram qui s'appelle Hakim Benotman et une chaîne YouTube qui s'appelle Hakim Benotman. Voilà. OK, bah, c'est tout. On mettra les liens en description. Merci beaucoup Hakim. À bientôt. Ciao, merci. Ciao.